Aujourd'hui, je reçois une invitée qui va peut-être te faire voir ton entreprise sous un tout autre angle. Parce que soyons honnêtes, on pense souvent à notre marketing, à nos ventes, à notre contenu, mais beaucoup moins à la base légale qui protège tout ça. Alors, Maître Jennifer Gay est avocate spécialisée en droit des affaires et dès le lendemain de son assermentation, elle a ouvert son cabinet avec une vision très claire, rendre le droit accessible et stratégique pour tous les entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur elle-même, avec ses 3 entreprises à son actif, Jennifer comprend de l'intérieur les réalités et les défis du monde des affaires. Sa mission, t'aider à anticiper les embûches et à protéger ton entreprise en croissance avant même que les problèmes ne surviennent. Tout ça en vulgarisant les notions juridiques et en évitant les jargons trop compliqués. Dans cet épisode, on parle des risques invisibles que prennent les solopreneurs, de ce que tu dois absolument avoir en place, même si tu n'as pas encore une grosse équipe, et des nouvelles questions juridiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bref, un épisode qui pourra littéralement t'éviter de gros maux de tête et protéger la liberté que tu bâtis chaque jour dans ta business. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, officiellement, bienvenue Jennifer! Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler de ton expertise en droit des affaires avec nous. Très contente qu'on ait cette discussion-là ensemble aujourd'hui. Puis je pense que tu vas être l'excellente personne pour venir jaser de tous les petits angles morts qu'on pense pas quand on est dans notre monde de licorne. Puis, oui. Ah, on commence l'enregistrement. Il y a déjà mon chat qui vient interrompre un petit passage visuel pour ceux qui sont en vidéo. Super, ça commence comme ça. En fait, pour commencer, j'ai envie de savoir, Jennifer, quand on décide de devenir avocate, hein, qui est une profession super attrayante, en fait, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qui fait que le droit des affaires spécifiquement t'a interpellé dans toutes les possibilités, en fait, que tu aurais pu au niveau des champs de compétences? Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de Oui? domaines de pratique, là. Fait que c'est un beau terrain de jeu quand tu es devenir avocat, là. Il y a plusieurs branches dans lesquelles tu peux te spécialiser. Moi, mes 2 coups de cœur depuis le début de mes études, moi, j'ai fait quand même 8 ans d'études en droit, là. Fait que j'ai eu le temps de voir pas mal tous les domaines qui étaient possibles, puis d'avoir les notions par rapport à ça. Moi, mes coups de cœur, ça a toujours été droit des affaires, droit criminel. C'était mes deux go-to, c'était les 2 matières que j'avais le plus d'intérêt, donc aussi les 2 matières où j'avais les meilleures notes. Fait que ça a aidé aussi ma Ça décision. aide, oui. Sachant que j'avais dans l'idée de partir mon cabinet straight pipe après mon assermentation, donc directement après avoir prêté serment là, pour devenir avocate, ben, je me disais que j'allais moi-même de toute façon faire du droit des affaires pour ma business. C'est une clientèle que j'aime parce que je suis moi-même entrepreneur. Depuis que j'ai créé mon cabinet, j'ai créé d'autres entreprises, j'en ai vendu et tout ça. Fait que c'est clairement une clientèle qui me rejoint de par ma propre expérience aussi personnelle en création d'entreprise. Fait que je pense que c'est ça qui m'a interpellé, le fait de pouvoir vraiment avoir un impact concret dans la business de mes clients, parce que l'aspect juridique de l'entreprise, c'est quand même pas un aspect à négliger. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'angles morts, parce que quand on part une C'est vrai. business, qu'on en achète une ou qu'on est en relève, ben c'est tout beau, c'est notre bébé, puis mon Dieu, tout va bien aller, puis on espère bien évidemment que tout va bien aller, mais la vie étant ce qu'elle est, malheureusement, les risques juridiques, il y en a. Fait que c'est important quand même de se protéger à ce niveau-là. Puis moi, c'était le fait d'avoir un impact réel dans le business de mes clients qui me le plus interpellé dans le droit des affaires. Certainement. Puis tu sais, là, j'ai envie que peut-être tu nous expliques un petit peu le background quand tu parles, j'ai eu des entreprises, j'ai acheté des entreprises. C'est quoi un petit peu justement ton bagage à toi par rapport à ça? Parce que si tu as eu à en gérer, clairement, tu comprends aussi le facteur juridique et Tout à fait. humain de la chose, là.
Exact. Fait que, tu sais, moi, c'est pas juste une question de théorie. Donc, j'ai étudié 8 ans en droit. Maintenant, en fait, moi, je suis avocate et j'ai mon cabinet depuis 2017. Donc, ça fait quand même un certain moment. Depuis que j'ai fondé mon cabinet en droit des affaires, j'ai fondé une entreprise dans les services animaliers. Donc, promenade de chiens, visite à domicile, pet taxi, que j'ai Deuxième vendu passion. C'est mes ça. passions. J'adore les animaux. Celle-là, je l'ai vendue. OK. J'ai aussi créé une entreprise de produits en ligne. Donc, c'est des produits, encore une fois, pour les animaux de compagnie. Donc, laisse, harnais, jouets, tout ça, que j'ai aussi vendu. OK. Donc, j'ai eu des entreprises de services, des entreprises de produits. J'ai vendu ces deux entreprises-là. J'ai aussi une société de gestion. Là, en ce moment, j'en démarre une autre, mais malheureusement, je peux pas en dire plus parce que c'est un top secret. Top secret, d'accord. Mais voilà. Faut te suivre pour connaître le Absolument. déroulement, le dénouement de tout ça. Exact. OK. Très cool. Puis en fait, dans toute la portion, tu sais, parce que droit des affaires, c'est quand même aussi large. Tu sais, le droit, c'est un énorme chapeau, parapluie, mettons, l'image que je voulais. Puis dans le droit des affaires, mais toi, c'est quoi, disons, la portion qui t'anime le plus au quotidien dans ce Ouais. que tu fais par rapport aux entrepreneurs? Yes. En droit des affaires, il y a certaines branches. Enfin, comme tu as dit, là, il y a le gros parapluie du droit. Après ça, il y a des Ouais. petits sombreros un peu, là, comme on met dans nos tu sais, il y en a plusieurs en droit des affaires. Donc, moi, le volet que je m'occupe le plus, que j'ai fait le plus dans mon cabinet, c'est le volet vraiment droit des affaires, donc plus prévention. Parce qu'on a vraiment une mal conception, les monsieur, madame, tout le monde, que on va juste voir un avocat quand t'es dans la merde. Ouais, c'est ça. C'est le cas pour beaucoup de domaines de droit. Tu sais, droit criminel, en ce moment, j'ai pas d'avocat en droit criminel, je suis pas accusée d'un crime. Fait effectivement, faut que j'attende d'être accusée d'un crime pour avoir besoin d'un avocat en droit criminel. Ouais. Genre d'un avocat en droit familial, si je suis pas en procédure de divorce, si je suis pas séparée de mon conjoint puis on gère la pension puis la garde des enfants, j'ai pas besoin d'un avocat en droit familial. En droit des Mhm. affaires, oui, ils peuvent. Tu sais, oui, j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils sont dans la merde, un client qui a pas payé, un fournisseur qui a pas respecté les délais de livraison. Ça arrive, puis on est là pour réagir. Mais essentiellement, le droit des affaires, c'est une pratique qui est préventive. Donc, on va vraiment mettre des bases légales solides, que ce soit au début, idéalement, au début de l'entreprise, là. Ouais. Si la personne n'a pas développé le réflexe, ben, ça peut se faire, bien évidemment, plus tard, mais un peu comme une maison, idéalement, tu commences par la fondation avant de mettre ta charpente. Oui, C'est idéalement. un monde idéal. Sinon, la charpente peut se faire plus tard, là, mais bon. Fait que c'est vraiment plus l'aspect préventif. Donc, on fait de la réaction, mais on fait beaucoup plus de prévention. Donc, on fait pas de représentation devant les tribunaux, donc on va pas OK. jusqu'à plaider. Ça, c'est une décision que j'ai prise dans mon entreprise tout simplement parce que ça me limitait géographiquement à aller plaider dans la ville où j'habite. Puis moi, la majorité de ma clientèle, parce que c'est de la prévention, donc moi, tous mes services se font en ligne, ce qui veut dire que moi, toute ma clientèle est partout dans la province de Québec. Je suis pas limitée géographiquement. Alors que Ouais. si je faisais du litige commercial, donc ça m'obligerait d'aller plaider devant les tribunaux pour défendre un dossier d'un client, ben là, j'irais pas plaider à Alma, là, considérant que je suis à Québec. Oui, Ça ça me fait du limite un peu plus. kilométrage. C'est ça, ça fait du kilométrage, puis ça fait plus cher pour le client qui va préférer se trouver un avocat à Alma, clairement. Donc, c'est une Ouais. décision que j'ai prise là au début de ma pratique de faire comme bon ben je plaiderai pas. Je l'ai fait en droit criminel parce qu'au début, je faisais les deux domaines. J'ai éventuellement délaissé le droit criminel pour me concentrer en droit des affaires. Et j'ai pris la décision de pas faire la partie donc litige commercial, puis vraiment me concentrer en prévention. Donc, la prévention, c'est de créer des entreprises ou accompagner les entreprises dans leur restructuration, dans leur croissance, ou lorsqu'ils sont bien établis puis qu'ils veulent juste s'assurer que les bases sont bien faites. Tout ce qui est donc création d'entreprise, roulement, tout ce qui est contrat, donc tous les contrats qu'une entreprise peut avoir besoin, les achats-ventes d'entreprise, l'intégration d'un partenaire dans sa nouvelle entreprise, le rachat d'un partenaire parce que la relation ne fit plus. Fait que vraiment tout le corps légal de la business. Ouais. Est-ce que tu touches aussi au domaine plus de la franchise? Ou C'est ça, il y a trois ouais, choses, ça aussi? là. En fait, il y a trois choses que je ne fais pas en droit des affaires. Donc, on fait OK. tous les services possibles en droit des affaires sauf trois. Franchise, Ah, c'est ça. puis fusion. Les trois, OK. ouais, OK. C'est quand même, j'imagine, très spécifique, c'est très comme spécifique. action, ouais. Puis, c'est ça, c'est très spécifique. Souvent, tu vas te nicher dans un secteur d'activité. Et moi, ça, je voulais pas ça, considérant que la majorité des cabinets au Québec sont des cabinets généralistes. Donc, Mhm. ils font plusieurs domaines de droit. Puis, à l'interne, ben, ils ont un avocat attitré, par exemple, pour les dossiers familiaux, des avocats attitrés pour les dossiers civils. Moi, en ce moment, dans mon cabinet, depuis 2017, ben, je suis la seule avocate. J'ai une équipe de soutien, donc j'ai des techniciens, parajuristes et tout ça. Mais moi, je voulais absolument que ce soit un cabinet spécialisé en droit des affaires. Je voulais pas faire de généraliste. Je voulais pas engager des avocats pour être dans tous les domaines de droit imaginaires. Je voulais vraiment Mhm. avoir une pratique qui était concentrée puis spécifique. Puis je voulais pas me limiter à un secteur d'activité en particulier. Tu sais, je me voyais pas pour les 40 prochaines années de juste accompagner des entrepreneurs, par exemple, en construction.
Ouais. Et moi, ce que j'aime de ma business, de mon cabinet, c'est que j'accompagne les entreprises dans tous les secteurs d'activité, là. Fait qu'autant Ouais. des solopreneurs que des PME, autant des entreprises de services que les entreprises de produits, les B2B, les B2C. Fait que, tu sais, mon champ de compétences est vraiment varié, mais c'est ce que j'aime. Ah, je te comprends. Je te rejoins un petit peu là-dessus également, là, tu sais, dans l'idée de pas trop se disperser, mais en même temps d'avoir accès à un ensemble de domaines différents d'entreprises. C'est quand même beaucoup plus enrichissant, je pense, que toujours être dans le même domaine pointu. Puis, tu sais, quand tu parlais de prévention versus, tu sais, réaction, mettons, ou mode urgence, on répond à quelque chose, j'ai l'impression que de ma perception, ça ressemble un peu à tu sais, un peu le droit notarial à la base, tu sais, dans le sens un cabinet notaire va être là beaucoup plus dans notre vie. Moi, je me trompe, là, mais plus pour justement prévenir, tu sais, quand on fait notre testament, mandat de naptitude, on vient comme patcher les flous légaux qui fait qu'on pourrait mettre notre descendance dans la chenoute, comme on dit, là. Fait que, tu sais, de pas, c'est ça, on dirait que c'est comme de sécuriser un petit peu nos actifs en vue future. Puis, tu sais, quand tu parlais, moi, je suis la seule avocate, j'ai des parajuristes, ben, tu sais, les notaires fonctionnent souvent comme ça aussi. Tu sais, ils vont avoir un notaire ou plusieurs s'ils sont ensemble, là, mais avec une équipe pour faire avancer les dossiers. Fait qu'on dirait que je vois comme beaucoup de parallèles dans mon ancienne vie. Quand je travaillais à la banque, on travaillait beaucoup en collaboration avec les notaires. Fait que c'est comme un domaine que je connais un petit peu plus que le monde des cabinets d'avocats, finalement, là. Fait que, ouais, je trouve ça intéressant comme modèle d'affaires, même pour toi, là, à ton échelle, tu sais, d'être comme, de pas avoir besoin de supporter autant d'équipe d'avocats, une grosse équipe, puis d'essayer d'être un petit peu partout, puis de concurrencer finalement des gros cabinets, parce que peut-être que je me trompe, mais au niveau des cabinets d'avocats, tu sais, c'est souvent une guerre de standing et tu sais, de grosseur et je sais pas. Ça a l'air de jouer dur. Je sais pas si c'est juste dans les séries télé. Non, ça se joue dans le milieu, c'est un milieu très compétitif et très Ouais. requin. Puis moi, c'est un peu de ça aussi que je voulais me détacher parce que je voulais pas justement un cabinet généraliste. Je voulais pas embarquer dans la guerre de ben tu sais, je trouve qu'il y a une mauvaise aussi presse dans le milieu de l'entrepreneuriat qu'une entreprise qui a du succès, c'est une entreprise qui a 300 millions de chiffre d'affaires puis 400 Mhm. employés. Tu sais, Ouais. moi, si je me compare à des cabinets, mon marge de profit, elle est 3 fois plus élevée que les gros cabinets. Ben oui. T'as pas J'ai beaucoup plus ouais. de liberté que les gros cabinets. Puis moi, je fais à tous les jours ce que j'aime, qui est le droit des affaires. Je me fais, désolé l'expression, là, mais je me fais pas chier avec des domaines de droit qui m'intéressent pas juste pour le principe de je veux devenir un cabinet généraliste comme tout le monde, tu sais. Moi, j'ai pris Ouais. la décision de me spécialiser et que mon cabinet soit spécifique à ça, considérant que il y a une partie de la clientèle que je vais pas chercher parce que moi, mes clients, ce n'est que des entrepreneurs, des entreprises. Fait que monsieur, madame, tout le monde, ben, je les aide pas parce qu'ils ont pas de besoin d'affaires, tu sais. Exact. Mais c'est ça, je Ah. voulais pas embarquer là-dedans, puis je voulais vraiment aider les entrepreneurs, puis pas embarquer dans oh ben moi je veux faire 300 millions de chiffre d'affaires, puis avoir des cabinets dans toutes les provinces canadiennes du monde. T'as pas besoin de flasher avec un gros bureau cher dans le centre-ville, là, tu sais. On aime ça, on aime ça. J'adore. Vraiment pas dans ta tête. Non, c'est Ça me ça, rejoint, ben, ouais. ouais. Ben, c'est parfait, t'as réussi à trouver, tu sais, à créer, en fait, la réalité que tu voulais avoir. Fait que c'est génial. Puis là, je t'amène doucement dans le sujet de l'épisode. En fait, j'ai envie de savoir, de par ton expérience de terrain, de ce que tu observes justement chez ta clientèle, chez les entrepreneurs que tu côtoies, est-ce que toi, tu crois que on est une majorité de solopreneurs à être vraiment bien protégés ou, disons, très mal protégés? C'est quoi ta lecture, disons, de ça? Je te dirais qu'on est plus dans on n'est pas dans les extrêmes, là, fait OK. qu'il y a pas soit personne n'est protégé ou tout le monde est protégé. Je te dirais, mettons, dans la ligne du milieu, on est plus vers on n'est pas assez protégé. Mais tu sais, on n'est pas, mettons, à 90% de on est tous dans le marde. Oui, il y a quand même des gens qui sont C'est quand ça. même plus Tu sais, consciencieux, ouais. de plus en plus, il y a des lois qui rendent le fait d'avoir des documents juridiques obligatoires. Si je pense de la loi 25, ben là, maintenant, la politique de confidentialité est obligatoire pour toutes les entreprises. Il y a malheureusement encore beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas, mais on y arrive tranquillement. Ouais. Mais le fait que les lois prévoient de plus en plus des documents juridiques obligatoires, ben ça va aider aussi les entrepreneurs à développer ce réflexe-là, de voir les documents juridiques comme une protection et non pas comme une lourdeur administrative. Parce qu'au final, la lourdeur administrative, c'est quand toi puis moi, mettons, je t'engage pour mon marketing, mais tu sais, on n'a pas convenu dans un contrat écrit de c'est quoi les services exactement, qu'est-ce qui était inclus, qu'est-ce qui était pas exclu.
Est-ce qu'il y avait des rondes de modifications inclus dans le prix? Est-ce que c'est un prix forfaitaire ou taux horaire? Si moi, je veux mettre fin au contrat ou toi, tu veux mettre fin au contrat, est-ce qu'on vous donne un délai pour que j'ai le temps de trouver une autre firme de marketing pour que pendant 2 mois, j'avais pas plus de marketing qui roule dans ma business? Tout ça, on n'aura pas prévu ça, là, dans un courriel, là. On Mhm. va penser qu'on s'entend à bonne franquette, puis on se fait mutuellement confiance, puis on va espérer que tout se passe bien. Mais la lourdeur administrative, elle va être là, c'est de savoir, bon, ben, moi, je pensais que le service de Mélanie, il contenait ça, 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 ça. Toi, non. Fait que là, on s'échange des courriels ou des textos, des messages vocaux où on s'appelle pour s'obstiner là-dessus. En mode Donc, gestion de crise, ouais, c'est ça. en mode crise, on cherche les courriels pour voir, mon Dieu, on avait-tu écrit ça quelque part pour prouver que. Ça, c'est de la gestion administrative, là, mais de faire ton premier contrat avec ton avocat, après ça, tu le réutilises pour tous tes clients, ou peu importe quel genre de contrat tu as besoin, mais mettons, je pense au contrat de service. Ouais. Une fois que ton contrat est fait, là, tu le réutilises pour tous tes clients. La seule charge administrative, c'est de l'envoyer pour signature, recevoir la signature, le garder dans ton dossier. Puis si un jour il y a quelque chose, ben tu ressors le contrat. T'as pas besoin de refouiller dans les courriels de ci pis ça des dernières années, des derniers mois, puis on s'est envoyé des textos, j'ai-tu un vocaux, faut que j'écoute tous les vocaux qu'on s'est échangés. Ça, Oui, c'est long. ça, c'est effectivement lourd. Mais là, je pensais pas que tu allais m'amener dans ma tête à cet élément-là, mais je trouve ça super important parce que, évidemment, moi, je suis bien contente de te recevoir aujourd'hui parce que je me considère pas très bien protégée d'un point de vue légal. Fait que, clairement, clairement, l'épisode est aussi pour moi en même temps, je pense, finalement. Mais tu vois, quand on parle de contrat de service, moi, je ne fais plus vraiment de mandat de prise en charge comme quand j'ai lancé ma business au départ. Et moi, n'ayant pas de contrat fait par un avocat ou une avocate, de la façon que je procédais, puis tu me diras si c'était un réflexe qui me protégeait quand même. J'avais l'impression d'être protégée, je te dirais, mais tu vois, des angles morts. Je listais en fait toutes les conditions que tu viens de nommer, mais plutôt que de le mettre dans un contrat, je le mettais comme dans mon devis. Et dans le devis devait être signé. Fait que c'était un peu comme un contrat, dans le fond, finalement. Peut-être juste pas la forme le template légal qu'on voit souvent. Et dans le fond, si le client, ben, en signant ce dit devis, accepte l'ensemble des conditions énumérées. Fait que, tu sais, moi, j'avais l'impression que c'était un peu comme un contrat, mais clairement, j'ai pas listé, j'imagine, tous les cas de figure qui pouvaient se produire, tu sais, mettons, mais par rapport à justement comment on met fin au service, le fait que moi, c'était, mettons, payable upfront, disons, en avance pour le mois, ça fait que moi, je courais pas après disons, l'argent, disons les choses, mais le client avait un certain délai pour annuler le contrat de service pour le mois suivant, tu sais, dans un délai bien précis, sinon ça allait après. Fait est-ce que ça, ce petit mode de protection à la mitaine, c'est combien sur 10, mettons, bien protégé? Ça dépend du contenu de l'offre de Ouais, service. oui, évidemment, là, oui, oui. Clairement, c'est mieux que rien. Fait que je te dirais C'est pas mieux que zéro. rien, ouais. Dépendamment du contenu, c'est moi pour avoir déjà vu des offres de service la solution des clients dans ta station, de ben voici ce que je fais déjà, puis qu'il est déjà signé, fait que ça me protège. On est plus dans du 5-6. Dans le OK. sens où, parce que Passage. tu veux pas de toute façon que ta soumission, ton offre de service, ce soit un contrat. Parce que tu Non. veux pas justement que le client il fasse comme wow, je sais même pas si je veux t'engager. Dans Parle-moi quoi pas je de m'embarque? c'est ça, parle-moi pas de tes conditions, de genre c'est quoi les propriétés intellectuelles, si je vais mettre fin au contrat, c'est dans combien de temps, qu'est-ce que ça inclut? Genre, je vais Ouais. commencer par voir si on veut travailler ensemble, puis après ça, tu m'enverras ta documentation. Fait que la majorité des offres de services à signer, ben, c'est par rapport au service en soi. Donc, oui, Ouais. c'est bien parce qu'on veut au moins circonscrire qu'est-ce qui est prévu dans le service, encore une fois, dépendamment de la soumission, là, mais Ouais. au moins, on a quand même une base avec laquelle travailler. Mais c'est toutes les conditions qui sont pas reliées au service, mais ça, sont pas prévues dans ton offre de service ou dans ta soumission. Fait que ça, c'est important de le mettre dans ton Mhm. contrat. Puis ton contrat, il peut référer à l'offre de service, là. Si tu Mhm. veux pas te répéter non plus, parce que justement, tu veux que ce soit le moins long possible pour ton client. Fait que si déjà on fonctionne sur un mode de service slash soumission, ben on peut l'intégrer dans le contrat, donc faire une mention dans le contrat qui dit qu'on réfère aux conditions de la soumission signée. Fait que ça vient raccourcir le contrat, puis ça fait en sorte que ben, t'as pas besoin de dupliquer le contenu. Puis à l'inverse, ceux qui fonctionnent pas avec soumission ou offre de service, puis c'est vraiment plus comme à la bonne franquette dans le sens où je t'envoie par courriel mon prix, puis voilà, ben là, on va mettre vraiment plus les conditions du service dans le contrat. Et Ouais. c'est important que ces conditions-là soient prévues, tu sais. Mais c'est un bon point parce que, tu sais, dans une offre de service, tu vas jamais spécifier qu'est-ce qui arrive s'il y a une erreur, puis que, tu te trompes ou si c'est mal visuel. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu sais, on pense, mettons, à des gestionnaires de réseaux sociaux, si jamais ils font une bourde, ils prennent
une photo dont ils n'ont pas les droits, mais là, ils publient au nom d'un client, puis là, le client, lui, se fait poursuivre. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Clairement, je pense pas qu'il y a, en tout cas, à ma connaissance, j'ai Dans jamais vu de contrat comme ça, tu sais, aussi béton, là. Fait que, non, j'ai jamais vu de contrat de ça. J'ai jamais vu non plus dans une soumission d'un GMS, là, d'un ouais. gestionnaire de dossier ou ça. J'ai jamais vu ça. Puis, tu sais, surtout un GMS, là, il faut prévoir justement les responsabilités de qu'est-ce qui arrive si un contenu est publié puis qui contrevient au droit de propriété intellectuelle, au droit de la vie privée. Le contenu qui est produit, ben lui, il produit quoi exactement? Le texte, le visuel, les deux. Après ça, la propriété intellectuelle, elle appartient à qui? Est-ce que le contenu, oui, oui, effectivement. Et après ça, si elle garde la propriété intellectuelle, là, ben si un moment elle fait plus tes services, ben elle peut dire hey, tout le contenu que je t'ai fait, là, ben c'est ma propriété intellectuelle, fait que je te demande de le retirer. On dirait que là, je Imagine-toi vois, ouais, à quel point, ouais. effectivement, il y a des Imagine-toi flous. Instagram, là, que là, il faut que tu supprimes tout ça, là. Ouais. Ou Fait que tu sais, un droit, comment on dit ça en droit, là, un droit usufruit, non, comment, non, le droit à qui? ouais, non, mais tu sais, de dire, genre, t'es pas propriétaire du contenu, mais t'as le droit de le garder puis de l'utiliser parce qu'il est déjà là, tu sais. Ouais. Ça, c'est Mettons droit juste acquis. Ouais. dans le contrat, tu sais. Fait que ça, Ouais, il faut c'est faire une ça. clause de propriété intellectuelle. Sinon, la GML, si c'est elle qui produit le contenu, qu'il soit écrit ou visuel, ou les deux, ben elle peut faire ce qu'elle veut avec son contenu, là. Parce que le Mhm. monde pense souvent que, ben, mettons, là, on prend un GMS, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être une graphiste qui fait un logo, un site web, peu importe. Les gens pensent souvent que parce qu'ils payent pour le service, donc disons qu'on prend l'exemple de je t'engage toi, Mélanie, pour créer mon logo, mon site web, ben les gens pensent que parce qu'on a payé Mélanie, ben là, le logo qu'elle m'a fait, le site web qu'elle m'a fait, il m'appartient. Tout est à moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le cas. Le paiement Ouais. d'un service n'emporte pas cession de propriété intellectuelle. Donc, c'est important dans le contrat qu'on a, toi puis moi, que ce qui est indiqué que tout ce que tu produis pour moi, le logo, site web, les fichiers sources, les anciennes versions, la version finale, le code source, tout ça m'appartient. Parce que sinon, Mm. on n'a pas ça. Le simple fait de te payer, ça fait pas en sorte que la propriété intellectuelle m'est transférée. Fait que si toi, dans 5 ans, tu vas me revenir puis tu dis, bon, ben, Jennifer, tu sais, ton logo, j'ai vendu le même pour un autre client qui m'a vraiment payé plus cher, mais il est pas à l'aise d'avoir 2 fois le même logo. Fait que je vais te demander de retirer le tien. Puis t'aurais le droit parce que mon logo t'appartient à toi, pas à moi. Fait Ouais. qu'imagine, moi, ça fait 5 ans que je roule avec le logo 180 degrés pour mes podcasts, puis là, tout d'un coup, il faut que j'exprime de toutes mes plateformes. Oui, oui, oui. Oui, on dirait que c'est comme un peu angoissant de repenser à tout ça, C'est effectivement. angoissant. Et là, la charge administrative, là. Ouais. Elle est pas dans le fait de signer un contrat entre toi puis moi qui dit que la propriété intellectuelle de mon logo puis mon site web m'appartient. Ça, c'est rien, là. Mhm. Non, non, Ça eh ben, demande aucun effort, là. vraiment, vraiment. Ben oui, puis là, on est vraiment plongé à fond dans le sujet justement des angles morts surtout pour les solopreneurs, parce que je spécifie solopreneurs parce que je veux pas enlever les entrepreneurs qui ont, tu sais, des grosses équipes, mais souvent, de par le fait que tu as des employés, que tu as une structure des fois un petit peu plus grosse, ben, tu sais, on a plus le réflexe de dire, je vais consulter un avocat, je vais faire des contrats, tu sais, je vais me protéger davantage. J'ai l'impression que les solopreneurs sont plus dans une catégorie, on va dire, un petit peu plus à risque Ouais. parce que, ben, de par les connaissances, il faut que le solopreneur ait les connaissances pour comprendre ce que tu es en train de dire, justement, de connaître ça, là, les flous qui peuvent arriver, puis les conflits parce qu'on n'a pas clarifié en amont les conditions là, de service. Mais ce serait quoi, dans le fond, les grandes catégories ou les grands types d'angles morts? Là, on parle vraiment spécifiquement tu sais, des contrats de service, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres, des choses auxquelles on ne pense pas de bien se protéger, là, pas juste par rapport au service. Ouais. Les 2 plus gros angles morts que je constate dans ma pratique puis avec mes clients, c'est tout d'abord la forme d'entreprise que le solopreneur a choisi. Mmh. Avant de devenir de toute façon une multinationale ou juste une entreprise avec plusieurs employés puis un gros chiffre d'affaires, on a commencé de zéro, là. Ouais, À moins qu'on ait acheté une entreprise, là, puis où on soit en relève d'affaires, mais il y a ouais. quand même un début à cette entreprise-là. Donc, chaque entreprise a vécu son jour 1 où il était toute seule ou qui ont peut-être démarré à 2-3 partenaires, là, mais fait que l'angle mort numéro 1, c'est de déjà déterminer la structure la plus optimale dans ta situation. Parce qu'il y en a beaucoup solopreneurs qui disent oh ben je suis toute seule, je veux que ce soit simple, que ce soit rapide, ça me coûte pas trop cher, je vais commencer en entreprise individuelle. Ouais. C'est pas la structure la plus indiquée pour tout le monde. Puis il y a aucune structure d'entreprise qui est universelle. Dans le Mhm. sens où, disons que je prends un massothérapeute, ben il peut avoir un massothérapeute que pour lui, dans sa situation à lui, la structure la plus indiquée, c'est l'entreprise individuelle, mais que pour un autre, ça va être la société par action. Ouais. Donc, il n'y a pas un secteur d'activité en me disant, bon, ben moi, je suis dans cette industrie-là, ben la recette magique, c'est cette structure-là. Non. Fait que c'est vraiment, ça serait en fonction de
ton secteur d'activité à toi, tes objectifs d'entrepreneur. Tu sais, ton entreprise, est-ce que c'est un sideline? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est ton revenu principal ou tu as déjà un emploi comme salarié puis c'est vraiment juste pour ton plaisir puis c'est vraiment ta passion? Est-ce que tu as dans l'objectif que ça devienne ton projet de vie puis tu veux éventuellement soit la vendre pour faire pour prendre ta retraite ou la léguer à tes enfants? Tout ça, ça va déterminer c'est quoi la bonne structure pour toi. Parce que Mhm. idéalement, tu veux démarrer avec la bonne structure parce que oui, on peut toujours modifier une structure dans le temps, mais comme n'importe quoi, quand on modifie quelque chose, ben ça coûte plus cher que de le faire correctement dès le départ. Fait que ça, c'est le premier angle mort. Deuxième angle mort, c'est les contrats. Puis, Ouais. de façon Tous les générale, contrats, là. Oui, c'est c'est ça. ça. Tu sais, il faut, quand on est en affaires avec inévitablement au moins un type de personne. Puis quand j'ai un type de personne, ça mettons soit des clients, des distributeurs, des fournisseurs, des partenaires, des employés, des sous-traitants, etc., etc. Donc, si on a une business, clairement, on est en affaires avec au moins un type de personne en particulier, mais c'est important de savoir puis de se protéger que ça sera pas long, ça c'est mon chien. T'avais ton tantôt, c'est mon chien. Exact. À chacun nos passages Modeste, animaliers. c'est mon nouveau. Oh! Bon, fait que ceux qui sont en audio, il faut juste aller écouter sur YouTube Oui, l'épisode parce qu'il pour... vaut vraiment la peine. Oui. Donc, c'est d'avoir des contrats, donc de protéger chaque relation d'affaires avec un contrat, puis évidemment un contrat qui s'adapte selon la relation d'affaires. Donc, avec un sous-traitant, on signe pas un contrat de service ou un contrat de travail, Ouais. et ainsi de suite. Donc, d'avoir le bon contrat avec la bonne personne. Parce que le but d'un contrat, c'est pas justement d'alourdir, on l'a vu dans mes derniers exemples, que au contraire, ça vient vraiment simplifier puis protéger la relation. Mais de le voir vraiment comme ça, comme je simplifie mes processus, je me protège légalement, mais je protège aussi notre relation. Parce que là, on s'assure qu'il n'y aura pas de quiproquo, qu'il n'y aura pas de non-dit, puis que tout va avoir été mis noir sur blanc. Fait on s'obstinera pas de savoir, ah, mais il me semble que tu m'avais dit que ça c'était inclus. Ah, non, moi, je pensais pas que c'était inclus dans mon prix. Le prix, moi, non, c'était plus taxe. Moi, non, moi, tu me l'avais pas dit. C'est sûr que ça va teinter notre relation si on est à s'obstiner sur les termes de notre relation. Alors Ben que oui. ça, on est mis noir sur blanc. On peut quand même se chicaner un jour, là, mais Il y en a quand même, ça j'allais dire, il y en a quand même qui trouvent le moyen de se chicaner et d'avoir beaucoup d'amertume, même quand c'est écrit. ouais, Mais au moins, après ça, c'était un enjeu plus d'attitude et de tempérament, là, j'ai envie de dire. puis tant mieux si au final, les contrats que tu as avec les différents prestataires ou partenaires de ton entreprise, tu les utilises jamais dans le sens où tu n'as jamais besoin d'y revenir parce qu'il n'y a pas de conflit, ben tant mieux. C'est ça qu'on te souhaite dans le meilleur des mondes. Ouais. On veut juste pallier au risque que si jamais ça arrive, ben tu as un contrat pour chaque relation pour te protéger. Le Ouais. but, c'est vraiment de minimiser les risques. On peut pas les éviter à 100%. Ça, malheureusement, c'est impossible. Sinon, on le ferait tous, là. Ça serait vraiment formidable. Mhm. On n'existerait pas non plus. Ouais. Puis là, je serais vraiment malheureuse parce que c'est vraiment ma vocation, là. Fait que je sais pas qu'est-ce que je ferais de ma vie. Mais, fait que le but, c'est vraiment de minimiser. Tant mieux si ça arrive jamais puis ta business du jour 1 au jour 100 ou au jour où tu vas la vendre ou tu vas la léguer, t'en auras jamais eu besoin ou t'auras jamais eu besoin d'y retourner. Mais au moins, ils auront été là pour te backer parce que le jour où ça arrive, si ça arrive, tu vas être content de l'avoir. Ben oui, assurément, assurément. Puis j'aurais le goût de faire juste une parenthèse rapide là, sur ce que tu as parlé au début avec la forme juridique de l'entreprise qu'on choisit. Ça me ramène à un petit bout, là, droit des affaires, le cours que j'ai fait à l'université, puis au cégep dans ma technique. Là-dessus, puis c'est un peu le droit des affaires 101 là, qui nous apprennent de c'est quoi les formes juridiques et qu'est-ce que ça comprend. Puis je trouve que depuis que je suis solopreneur, je suis à mon compte, je vois beaucoup le fait de dire on va passer d'enregistrer à incorporer comme étant plus relié à quelque chose de fiscal, de comptable, alors que ce que je me souviens, c'est qu'il y a aussi quelque chose par rapport à la personne morale, tu sais, la protection qu'on a, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est nous ou c'est pas nous, c'est une personne à part, c'est une personne morale à part. Fait que c'est là où, tu sais, des fois, quand on parle d'incorporation, puis je pense que ça va te ça va te titiller, mais tu sais, des fois, les gens sont comme, mais là, il faut que j'aille voir un CPA, il faut que j'aille voir un avocat, il faut que j'aille voir qui? Je pense qu'il faut aller voir les deux. Mais ton point de vue là-dessus, tu sais, par rapport à ce choix-là, parce qu'on entend vraiment des choses comme faut attendre de faire 100 000, mais tu sais, c'est tellement abstrait, ça n'a pas rapport. Là, tu sais, c'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de protection aussi, non? C'est ça? Bon, Exactement. c'est ça. Les avantages de l'incorporation, tu as oui des avantages fiscaux, des avantages Ouais, de comptabilité, mais il y a aussi des avantages juridiques. Fait c'est que moi, ça. j'ai beaucoup de clients qui font pas 100 000 de chiffre d'affaires, mais
crime qui ont une maison, un chalet, un bateau, puis que ça leur tente pas que cet argent-là, que ces biens-là soient saisis en cas de poursuite. Fait que même si, je donne l'exemple, là, j'ai une cliente qui, elle, a un très bon emploi comme salariée. Elle gagne déjà au-dessus de 100 000 comme revenu. Mais elle a un hobby sur le site, donc elle vend des bijoux qu'elle fait sur Etsy. Là. Tu sais, elle n'a même pas une boutique Shopify. Là. Ouais, ouais. Je dirais que ça rapporte peut-être un 10-15 000 par année. Mais ce 10-15 000-là s'ajoute évidemment à son revenu d'employé et ça la faisait changer de braquette d'impôt. Donc, elle payait beaucoup plus d'impôts à cause de ça. Donc, dans ce cas-ci, pour elle, on l'a incorporé pour que cet argent-là reste dans l'entreprise, pour que son argent, à elle, déclaré, ce soit vraiment juste son revenu de salarié, pour qu'elle paye moins d'impôts. Ouais. Parce que c'était ça dans sa situation à elle. Oui, c'est ça. J'ai un client qui fait pas 100 000 de chiffre d'affaires, mais il y a une maison, il y a de l'argent de placer. Ça ne tente pas que cet argent-là soit saisi ou que sa maison soit saisie si jamais il se fait poursuivre. Parce qu'en entreprise individuelle, c'est ça, tu es 100% responsable de ta business, de toi puis de tes employés. Fait que, puis il n'y a pas de distinction entre toi et ton entreprise. Fait que s'il se passe de quoi, si tu as des dettes, si tu es condamné, bon, on peut venir se dire tes biens personnels. Fait qu'il y en a que ça, cet argument-là est suffisant parce que pour eux, c'est vraiment la protection juridique qu'ils recherchent. Ouais. Puis 100 000 c'est vraiment un mythe, là. C'est pas ça le seul critère. Puis oui, on va voir, en fait, on peut aller voir un comptable. C'est nous, les avocats en droit des affaires, on est formés pour déterminer en fonction de ta situation, de ta situation aussi financière, si c'est pertinent d'incorporer ou pas. Donc, autant d'un point de vue financier que légal. OK. Tu peux quand même aller voir un comptable si c'est un comptable qui est avec toi de confiance, qui connaît ta situation fiscale actuelle, qui connaît tes objectifs fiscaux à moyen long terme pour voir, bon, ben, est-ce que toi, ça serait pertinent ou pas. Mais lui, il prendra pas en compte l'aspect légal, parce qu'il est pas formé pour ça. Fait qu'il va vraiment juste pouvoir te conseiller d'un point de vue comptabilité. Il faut pas oublier que l'incorporation a des avantages juridiques qui sont vraiment non négligeables. D'où l'importance de discuter avec ton avocat en droit des affaires. Mon hic, c'est que les gens savent pas que pour l'incorporation, il y a seulement 2 personnes au monde qui peuvent t'incorporer. Fait que, mettons, toi, Mélanie, tu veux t'incorporer demain, si tu l'es pas encore, mettons. Soit ton juriste peut le faire, donc ton avocat ou ton notaire, ou toi. That's it. Moi-même. Toi-même. Moi, je peux faire ça. Oui. D'accord. Après ça, est-ce que c'est une bonne idée? Non, je pense pas. Ben, parce que moi, je juge pas que je serais la meilleure personne pour faire ça. Ouais. Tu sais, ça se peut, là. Moi, j'en connais des clients qui ont fait un bac en droit puis qui savent comment le faire, puis c'est bien correct comme ça, là. Mais dans le sens où ton comptable ne peut pas t'incorporer. Non. Ça, j'en vois beaucoup de comptables au Québec qui font des incorporations. Ça, c'est illégal. Ben, ça, en fait, tu vois, ça, c'est l'affaire que des fois, je me posais la question parce que moi, dans ma tête, toutes je connais pas là, les détails, je ne suis pas encore incorporée, mais tu sais, les certificats de constitution et tout ça, les conventions d'actionnaire, tout ça, moi, dans ma tête, c'est des papiers légaux, justement, qui nécessitent un juriste. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, je voyais, OK, des comptables qui font d'incorporation, mais je me suis dit, mais ils font comment? Moi je pensais naïvement qu'ils étaient juste associés avec un avocat, tu vois. Non, Je suis naïve comme ça. Il y en a des comptables qui ont des avocats à l'interne spécifiquement juste pour ce service. Si un jour, pour ceux qui écoutent, votre comptable vous dit « je peux vous incorporer », assurez-vous que ce soit un avocat à l'interne qui le fait. Parce que sinon, moi, je connais beaucoup de comptables qui le font sans être avocat. Donc, déjà là, ils connaissent un acte illégal parce que l'acte d'incorporation est réservé aux juristes. Fait que soit moi, je peux t'incorporer, toi, tu t'incorpores toi-même, mais ton comptable peut pas le faire. Ton ami qui, elle, s'est incorporée toute seule, qui pense le savoir, peut pas le faire pour toi. Ton ami entrepreneur, avocat, il peut pas le faire non plus pour toi. Fait que c'est soit toi, tu le fais pour toi-même, ou ton avocat ou ton notaire. Donc, parce que le comptable qui le fait, parce que les gens pensent beaucoup que l'incorporation, c'est juste de remplir le formulaire au registraire. Mais ça, là, c'est la pointe de l'iceberg, là. Oui. Comme si des fondations, ce serait juste de mettre des 2 par 4 dans la terre ou de creuser. Oui, c'est ça. Fais juste le trou. C'est ça, le trou. Non, on fait pas le trou. Après ça, bon, là, j'entre dans un vocabulaire qui est pas le mien, fait que je m'excuse pour ceux en construction, là, qui vont peut-être... oui, c'est ça. Disclaimer, là, on n'est pas dans la construction. Je suis pas en construction, mais de mémoire, c'est plus que juste de creuser, là. Oui. Faut créer des murs, faut qu'il y ait une charpente quelconque, là, puis bon. Après ça, on assit la maison dessus, mais c'est pas juste creuser un trou. Comme l'incorporation, c'est pas juste de remplir le formulaire enregistreur. Après ça, comme tu dis, ben, faut faire les certificats de constitution, le capital action, le livre de minutes. Ça, le comptable le fait pas parce qu'il n'est pas un avocat, il est pas formé pour ça. C'est beau, je trouve, les termes juridiques, le livre des minutes. Je trouve qu'il y a beaucoup de termes juridiques, c'est cute. C'est très beau. Comme les minutes de quoi? Le temps qui passe, qu'est-ce qui se passe?
Je trouve ça quasiment poétique, excuse-moi, c'est parenthèse, mon... Non, non, c'est vrai, puis c'est pour ça, tu sais, tu sais, à l'époque, c'était des termes latins, là, c'était que du latin, là. Même si les gens ne parlaient plus latin, les avocats s'exprimaient qu'en termes latins, puis c'est Wow. beau le latin, là, c'est quasiment plus beau que l'italien. Ouais, c'est vrai que c'est poétique, ouais. C'est très poétique. Donc, ça pour dire que c'est pas, malheureusement, c'est pas le champ de compétences d'une personne, d'un CPA, finalement, d'un comptable ou de notre beau-frère Puis qui l'a même s'il fait. est compétent pour le faire, il a pas le droit de le faire. Il a pas le droit, c'est ça, c'est ça. C'est Ouais. beaucoup plus Et que de ça. mémoire, c'est l'article 128 de la loi sur le barreau qui dit expressivement que l'incorporation, c'est un acte qui est réservé au juge. Mm. Fait que même si un comptable aurait les compétences de le faire parce qu'il a peut-être fait sa technique, son bac et tout ça, puis qu'on lui a montré mille et une fois, s'il n'est pas avocat ou notaire, donc s'il n'a pas son permis d'exercice, il peut Mm. pas. Donc, eux, ça leur prend des bonnes assurances, responsabilités civiles Oui, oui, pour oui. faire ça, dans le fond. C'est ça qu'on comprend. Puis Bon, ça, fait oui, j'ai plein de clients qui me viennent, soit parce qu'ils ont fait le formulaire eux-mêmes, ou le comptable a fait le formulaire. Puis là, après ça, ben, ils veulent le reste. Parce qu'on s'appellera parce que qu'il faut manque des affaires, c'est ça, là. pas juste faire la déclaration enregistreur, puis en pensant sauver des coûts en le faisant comme ça. Puis je Ben, comprends le réflexe. Je comprends, puis... Mais tu sais, moi, je donne toujours l'exemple du poseur de GIFs, mettons, là. Ça va aussi avec les contrats de, ben, je vais rédiger une ébauche pour sauver des coûts, puis après ça, révise-moi là. Ben, c'est comme un poseur de GIFs. Tu sais, moi, je pourrais essayer de poser mon GIFs. Clairement, ce sera un échec total. Donc là, après ça, j'appellerais un poseur de GIFs dont c'est son expertise pour dire, hey, j'ai essayé, failed, viens peux-tu m'aider. venir réparer, ouais. Voilà. Mais là, lui, il peut pas juste mettre du beau GIF sur des beaux 2x4 ou 4x6, je sais pas trop, là. Ouais. Propre. Il doit d'abord retirer ce que j'ai fait, corriger ce que j'ai fait qu'il peut pas retirer, puis après ça, mettre son beau GIF. C'est Ouais. beaucoup plus cher que de faire directement. Moi, même chose, si tu m'arrives avec le formulaire d'incorporation qui est déjà complété, soit par toi ou ton comptable, là, moi, je dois m'assurer, premièrement, qu'il a été complété comme du monde. Ce qui me prend beaucoup plus de temps que de juste le faire moi-même, parce que moi, je sais que quand je le fais, c'est fait comme du monde, parce que crème, j'ai étudié là-dedans, puis ça fait des années que je fais ça tous les jours. Donc, moi, il faut que je m'assure que le formulaire a été complété comme du monde. Dans 90% des cas, c'est pas le cas. Il manque des documents. Fait que là, moi, il faut que je rédige des documents complémentaires. Après ça, il faut que je rédige tout ce qui manque. OK, mais mettons là qu'on jase, là. Ça arrive-tu souvent, les clients qui arrivent avec un contrat genre ChatGPT? Parce que là, c'est la prochaine affaire que je veux te jaser, c'est d'intelligence artificielle. Mais je pense que ça bouleverse le domaine de l'entrepreneuriat at large, le monde, en fait. Tu sais, c'est tentant pour du monde de dire, ben oui, gars, ChatGPT, là, agis tel un avocat en droit des affaires et rédige-moi tel contrat, tel contrat. Il y en a-tu beaucoup qui font ça? Il y en a Qui beaucoup qui arrivent. font ça. Tu sais, l'intelligence artificielle, moi, je donne tout le temps l'exemple, justement, l'intelligence artificielle, est-ce que, moi, j'adore poser cette question-là avec mes clients parce que c'est comme ça que je leur fais comprendre que c'est pas une bonne idée. Je leur demande tout le temps, est-ce que tu mettrais toutes tes factures dans ton chat GPT pour lui demander de faire tes rapports d'impôts? No. Ben, c'est la même ici d'affaires. Ouais. C'est la même affaire. Même si tu dis à ChatGPT que c'est le meilleur comptable au monde, qu'il ne doit faire aucune erreur, qu'il doit faire ton rapport d'impôt pour qu'il soit prêt et conforme à ce que demande Revenu Québec puis l'ARC, Ouais. tu demandes pas ça. Tu demandes pas ça parce que ton comptable doit analyser tes documents légaux, doit analyser le contexte, doit analyser ta situation financière à toi, il doit tenir compte de toutes les lois, les mises à jour, toutes les obligations que Revenu Québec puis l'ARC demandent. Il est formé pour évaluer tout ça, proposer des stratégies fiscales, financières. Il y a une responsabilité professionnelle envers toi. Fait que tu sais que tu demandes pas ça à ChatGPT. Mais le pire, là, Jennifer, c'est que c'est comme ça pour tous les domaines. Tu sais, je me faisais la réflexion parce que, tu sais, on dit que ça va bouleverser beaucoup de métiers, là. Tu sais, mettons, dont, par exemple, les rédacteurs ou, tu sais, ceux qui font, tu sais, comme moi, des stratégies. Puis, tu sais, moi, je l'utilise, l'intelligence artificielle, mais c'est que mon expérience puis mes connaissances font que je suis capable de déterminer c'est juste ou pas juste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est aligné vraiment avec ce que je veux dans la stratégie? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait du sens? Mais quelqu'un qui l'utilise, qui n'a pas le bagage, pour lui, il va prendre ça pour du cash. C'est comme le contrat. Qu'est-ce qui n'a pas le bagage pour regarder, lire le contrat pour faire est-ce qu'il est juridiquement solide? Est-ce que les conditions sont suffisamment bien écrites pour éliminer les flous puis les possibilités de discorde? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il manque des affaires?
Si toi, t'es pas juriste, tu le sais pas. Si t'es pas rédacteur, tu le sais pas. Ton texte, il est-tu bon? Tu t'en as aucune idée. C'est pas ton expertise. Je trouve que les gens font vraiment une confiance aveugle, là, tu sais, à la Ils vont limite, là. puis l'écrit, puis toutes les intelligences artificielles l'écrivent en bas, là. Je peux faire des erreurs, puis ça a été prouvé à maintes et Ah, puis maintes ils reprises en font. Je qu'ils font confirme. des erreurs, puis même dans des choses banales, tu sais. J'ai une conférence là-dessus sur l'IA, puis il y a un exemple qui montrait qu'il avait demandé à ChatGPT je me rappelle plus les dates puis le nom, là, mais en tout cas, c'est d'y trouver c'est qui le maire de Laval, mettons, de telle année à telle année. Ah Puis ouais. ChatGPT, il a donné un nom, mais crime, quand tu vas sur Wikipédia puis le site de Laval, c'est pas ce maire-là. C'est simple, parce que quand tu tapes maire de Laval, mettons, en 96, le bon nom est là, là. Mais Ah ouais. ChatGPT, je sais pas, il est allé où, mais Ben, les gens utilisent ChatGPT des fois comme Google. Tu sais, comme une oui, recherche Google, mais c'est pas la même affaire. Puis non, Google, comme à la limite, Google, au moins, tu as plusieurs ça, recherches, puis tu peux trier la source. Tu sais, exactement. tu sais, tu vas pas accorder ton importance sur un article Wikipédia ou un article de recherche tu sais, d'une édition poussée de sciences avancées. Tu sais, tu t'accordes pas ta confiance au même type de lien. Fait que t'as raison, Chat, puis vas-y. non, non, vas-y. Je l'ai pas ChatGPT, là, c'est un excellent helper. Puis il faut le voir comme ça. Mettons, comme je sais pas, moi, il y a un client qui te demande un remboursement pour telle raison de tes services ou tes produits, puis tu veux y expliquer gentiment que non, non, Ouais. t'as pas de non-remboursement est clair, nanana, mais tu sais pas comment tourner ça sans le frustrer. Ben, dis-moi, le GPT, il va t'écrire un super de beau courriel, là. Puis il va reformuler ton courriel pour qu'il soit beau, qu'il soit pas mal interprété, tu sais. Voilà comme un helper, voilà pour, mettons, tu blogues crime, je veux parler de telle affaire sur mes réseaux sociaux, mais j'aimerais ça, en faire des déclinaisons de posts, puis je sais pas comment, tu sais, je sais pas où aller. Ben, brainstorm avec lui, tu sais, voilà vraiment comme un assistant. Mais Mhm. voilà pas comme ton comptable, voilà pas comme ton rédacteur en chef, voilà pas comme ton stratège marketing, voilà pas comme ton avocat. Tu sais, Mm. ChatGPT, là, il fait des erreurs de base, mais il fait aussi des erreurs de droit. Donc, Ben il oui. peut te donner une réponse sur un contrat sur l'information partielle ou des lois qui s'appliquent même pas au Québec et même parfois sur des lois qui n'existent même pas. Ben oui, il y a eu un avocat aux États-Unis, je pense, hein, qui s'était fait prendre Ouais. avec une jurisprudence inventée de Oui, ChatGPT. oui. Oupsie. Ouais, Même t'as si l'air tu lui fou sur un dis moyen temps. même si tu lui dis dans le prompt que t'es le meilleur avocat au Québec, qui doit se baser sur telle loi, là, d'habitude, mes clients vont pas là parce qu'ils c'est pas des juristes. Fait qu'ils savent pas qu'ils doivent dire base-toi sur le code civil ou base-toi sur telle loi. Ouais, c'est ça. Si tu lui dis de baser sur telle loi, il ne peut pas interpréter une clause de loi, c'est pas fait pour ça. Donc, il va manquer de nuances. OK? Ben Parce que oui. la loi, c'est pas noir ou blanc, là, pour ne pas dire que c'est jamais noir ou blanc, là. C'est que, Mhm. parce que sinon, ben, on servirait à rien, là. Ben, c'est C'est un parce qu'il bon y a des avocat. juges aussi qui vont passer 3 mois à rédiger une décision pour analyser les pour et les contre. Tu sais, à un moment donné, ChatGPT peut pas faire ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Les ChatGPT, c'est pas lire entre les lignes, c'est pas interpréter des clauses, c'est pas poser les bonnes questions puis identifier les zones grises. Mm, L'IA va rédiger en fonction de ce que tu lui demandes. mm. Alors qu'un avocat va rédiger en fonction de, oui, ce que tu lui demandes, bien évidemment, mais il va aussi te poser des questions, puis peut-être des questions que tu n'aurais jamais pensé. Moi, ça arrive bien souvent que dans des contrats, que pendant que je rédige le contrat, mettons, là, je prends l'exemple, je sais pas moi, d'une agence de publicité web, que là, pendant que je rédige le contrat, là, je viens d'avoir l'idée que, crime, ça pourrait être justement un angle mort dans leur service, et j'ajoute la clause. Tu sais, je la mets tout le temps en surveillance, je dis à mon client, hey, j'ai pensé à telle affaire, si jamais ça s'applique pas, supprime-la, that's it, tu sais. Mhm. Et ça, je le fais parce que c'est mon expertise, c'est mon expérience, puis Ouais. évidemment, ben, je fais ça dans le quotidien. Mm. ChatGPT, si tu demandes pas ça ou si tu dis pas ça sur ta business, il n'y pensera pas. Puis je trouve vraiment que ça donne une fausse impression de sécurité. Ah, mais j'ai un contrat, ChatGPT me l'a fait, j'ai dit de le faire conformément aux lois, puis c'est un avocat au Québec. Ouais. Entre quand même des lois, ChatGPT, tu sais, Mais puis ce serait un peu simpliste, là, de croire, tu sais, que c'est possible. Tu comprends? C'est pas très pensée magique, je le trouve. c'est très pensée magique. Puis tu sais, les contrats, souvent, le contrat que ChatGPT va rédiger, ben, j'en vois à journée longue des clients qui pensent sauver des coûts avec des contrats de ChatGPT pour que je fasse juste les réviser. Ben, l'IA rédige à partir de modèles. Fait que Mhm. souvent, le contrat est soit trop vague, inapplicable ou même contraire aux lois québécoises. Fait que ça veut dire que le En contrat, ben, plus. il a pas de valeur, ou il est illégal, ou il est inutilisable. Fait que rendu là, ben, ça a vraiment un fuck off. Il manque des clauses hyper importantes, ou souvent, ça c'est le pire, ben, il contient des clauses qui sont illégales ou inapplicables. Mm. Puis l'IA, elle offre
L'IA, c'est pas une avocate. T'sais, moi, je suis membre d'un non professionnel, ça veut dire que j'ai une responsabilité professionnelle envers mon client. J'y donne des garanties, des protections, puis je peux le backer en cas de recours. L'IA, elle a aucune garantie, aucune protection, aucun recours, aucune responsabilité C'est légale. toi qui Elle est dois pas prendre ça sur tes épaules, là. c'est ça. Ouais, Puis moi, je suis tenu au secret professionnel. L'IA, non. Fait que l'IA, il donne tous les détails là, sur tes clients, là. Il peut faire ce qu'il veut avec. ouais. L'IA ne te donne Ben aucune protection. c'est justement là où je m'en allais là, avec mes questions pour toi. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle vient comme vraiment bouleverser beaucoup de choses. Et je me demande, là, bien sûr, on parle de contrats, tu sais, comme contrat rédigé avec ChatGPT. Bon, oui, on se met à risque, mais c'est vraiment plus vaste que ça, j'ai l'impression, les enjeux de droit versus l'IA. Tu sais, quand on parle, tu sais, par exemple, je rédige un texte avec l'IA, est-ce que je suis propriétaire? Est-ce que c'est moi qui ai les droits? Comment ça marche? C'est quoi finalement les enjeux de droit liés à l'IA que toi, tu vois Ben, là, présentement? malheureusement, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle parce que ce serait trop facile. Oui. Chaque, chaque intelligence artificielle, donc ChatGPT, Claude, Magic Post, name it, là, Ah, c'est politique. ouais, Ouais. c'est incroyable. Puis dans chaque IA, il y a des versions payantes, non payantes, pro, nanana. Fait que chaque IA, puis chacune de ces versions va avoir des conditions d'utilisation. C'est dans ces conditions d'utilisation-là qu'ils vont prévoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'ils ont le droit de faire avec vos données. Fait qu'avec les informations que tu leur donnes, est-ce que ce qu'ils produisent après t'appartient ou pas? À quel point tu peux l'utiliser? Est-ce que tu peux l'utiliser en indiquant que c'est fait par l'IA? Est-ce que tu peux l'utiliser et que ça devient ta propriété? Chaque IA et chaque forfait, mettons, dans l'IA, s'il y en a, dépendamment de l'IA, a ses propres conditions d'utilisation. OK. Fait qu'il Fait faut que, aller voir là, vraiment spécifiquement chaque outil. ouais. OK. Mais au niveau des enjeux, mettons, éthiques slash légaux, tu sais, de manière générale, là, sans, tu sais, sans pointer genre ChatGPT ou un outil en particulier, est-ce que ça amène comme des nouveaux enjeux peut-être à protéger dans des contrats que tu vois? Est-ce que ça amène, tu sais, je te donne un exemple. Mettons, tu veux engager des collaborateurs, tu veux qu'ils créent du travail. Est-ce que il y en a qui vont dire, ben, je veux pas que ce soit généré par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y en a qui, parce que tu sais, comment dire? Ça laisse place des fois à des utilisations peut-être pas appropriées ou là, c'est des enjeux de réputation, des trucs comme ça. Tu sais, on a vu, par exemple, ça n'a pas rapport vraiment spécifiquement avec ma question, mais tu sais, dans le prank du 1er avril cette année, le nombre d'entreprises qui ont utilisé ChatGPT pour brainstormer leur super idée de post rigolo, puis qu'on a eu une avalanche de poses de fausses tyroliennes, là. C'était Mhm. impressionnant. Bon, mais ça, pour moi, c'est des enjeux quand même de réputation. Tu fais affaire avec un GMS ou même quoi, à l'interne. Tu sais, tu comprends où je m'en... Tu sais, c'est large comme question que je te pose, là. C'est un peu une grosse patate chaude, là, mais... Et entre les parties, on peut toujours prévoir ce qu'on veut tant qu'on est, bien évidemment, dans les limites de la légalité. Là. Fait que, Ouais, entre nous, tu sais, je peux pas, mettons, te donner le droit de me vendre, de te donner mon rein si t'en as besoin. non. On reste dans les limites de la légalité. Fait que si un entrepreneur qui nous écoute engage des employés, puis il veut absolument pas que les tâches se fassent par l'IA pour X raisons. Puis là, on n'est pas dans le jugement, là. Il y Ouais. en a pour qui c'est une aide, il y en a qui sont vraiment contre l'IA, puis là, on n'est pas là pour se prononcer pour ou contre, puis chaque personne a le droit à leur opinion. Mais si toi, t'engages des employés et que tu ne veux pas que les services, les tâches qu'ils vont réaliser se fassent par l'IA pour X, Y raison, mais ça, tu peux le convenir dans ton contrat de travail. Mhm. Tu peux en mettre une condition de travail que tu veux pas que telle partie du service ou telle tâche ou que toutes les tâches qui lui sont confiées ne soient réalisées par l'IA. Ça, c'est possible de le mettre dans ton contrat de travail. C'est aussi possible de le mettre dans ton contrat de service. Donc, si moi, demain, j'engage une GMS, une ou un, peu importe, puis je veux pas justement que toutes mes posts les rédige avec ChatGPT parce que sinon, ben, je vais le faire moi-même. C'est surtout le tel quel. En fait, si tu comprends, parce qu'on, comme tu dis, on peut s'assister, on peut être assisté de, mais des fois, tu vois, ça paraît, on le sait, on le voit, c'est Ça du tel paraît quel. c'est vraiment du tel quel. Ouais. Mais ça aussi, c'est le genre de choses qu'on peut mettre dans le contrat de service. De soit je veux pas qu'il soit utilisé ou que je veux juste qu'il soit utilisé pour brainstormer, pour sortir des idées, mais je veux pas que ce soit reproduit tel quel. Parce Mhm. que justement, tu veux t'assurer que le contenu soit original puis t'appartienne. Fait que c'est un excellent helper, c'est un excellent outil pour brainstormer, t'aider, fignoler des affaires. Moi, tu sais, moi, j'ai plein de clients, justement, qui ont souvent des clients qui doivent conjuguer avec parce qu'ils sont pas satisfaits ou ils chialent ou bon. Ouais.
on est rendu post-COVID, on est vraiment rendu dans une ère où tout le monde a moins de patience de toute façon, hein, fait que les gens sont un peu plus à fleur de peau. Mais ChatGPT est super pour ça, là, il est super politique, là, fait qu'il va te rédiger vraiment un beau modèle de courriel où il va flatter ton client dans le sens du poil, sans admettre quoi que ce soit, tu sais. C'est correct, brainstorm pour tes idées de contenu. Tu sais, moi, mettons, mes infolettes, là, je leur ai dit, je peux après ça, je dis dans ChatGPT, hey, refile-moi ça pour que ce soit tout beau. Ou, hey, là, j'ai pas d'idée pour mon infolette ce mois-ci, j'ai déjà parlé de ça. Sors-moi 10 idées d'infolettes. Puis là, je pars avec ça. C'est un Mhm. super helper. 100%. Ben Il oui, faut que ça reste un helper. exactement. Ben oui. Garde aux experts leur expertise. Amen, oui, 100%. Ben oui, parce que c'est un peu ça le point, c'est que je me dis, ben tu sais, là, maintenant, on arrive dans cette ère-là où même déjà, tu sais, on voit des articles qui disent que, tu sais, comme l'intelligence artificielle se base sur tout ce qui existe sur le web, puis que maintenant, il y a une grosse proportion du contenu web qui est déjà généré par l'AI, ça devient comme un peu, ça se cannibalise entre les contenus, ce qui fait que les images se ressemblent de plus en plus qui sont générées avec l'AI. Tu sais, il y a quelque chose, on dirait que ça devient une espèce d'enjeu aussi éthique, tu sais, par rapport aux créateurs. Là, tu sais, quand on voyait, par exemple, il y a eu une trend à un moment donné, ça disait transformer ses photos selon, comme le studio Ghibli, là. C'est ça le mot? Ouais, je suis pas très fan de ce. En tout cas, bref. Puis là, les gens, tu sais, modifiaient leurs photos à la manière d'un style artistique qui est pas le leur. Fait que là, tu sais, il y a tout ça que je me dis, hey, pour les créateurs, là, les gens qui ont like, l'expertise, c'est ça, là. Mais ça doit tellement être challengeant de voir l'IA arriver, de, en guillemets, copier le style. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, j'ai l'impression, à notre échelle, là, tu sais, c'est comme mondial. Ouais. C'est vraiment l'utilisation. Tu sais, moi, c'est de faire comprendre à mes clients que l'IA, c'est pas un juriste, qu'avec l'IA, t'es pas du tout protégé, puis ça donne vraiment un faux sentiment de sécurité. Ouais. Ouais, C'est tout à fait. même quasiment pire qu'un modèle en ligne. OK? Parce que, Ah ben oui. mettons, on reprend les contrats, là. Parce qu'un modèle en ligne, généralement, c'est vendu par des entreprises où c'est quand même des avocats qui ont rédigé les modèles. Dans un monde idéal, il y a certains modèles qui c'est On ish, là, espère. mais dans la majorité, du moins, les plus gros joueurs de modèles en ligne, c'est quand même rédigé par des avocats à l'interne de cette entreprise-là. Fait, au moins, ça, c'est rédigé par des avocats, puis il y a la protection de l'entreprise qui vend le modèle. Ouais. L'IA, zéro. Puis comme je te dis, il invente des lois, puis il sait pas si est-ce que c'est un contrat qui doit s'appliquer en fonction de la LPC ou du CCQ. Mais ça, faut que l'IA le détermine. Fait que si toi, tu le sais même pas puis que tu lui dis pas, l'IA le devinera pas. Mhm. Moi, je sais, en fonction de ton industrie, c'est quelle loi qui s'applique, puis d'office, je rédige le contrat en fonction de cette loi-là. Mais mon client ne sait jamais, lui, que ah, mais moi, non, dans mon industrie, c'est telle loi qui s'applique. Fait qu'il dira pas ça à ChatGPT, hein. Fait que Excellent ChatGPT point. va juste aller chercher ce qui fit dans ce que tu me demandes. Ouais. Effectivement. Puis tu sais, tantôt, tu as abordé le fait de, tu sais, est-ce que tu mettrais toutes tes factures dans ChatGPT pour faire tes rapports d'impôts? Puis toute la notion aussi, puis tu as parlé brièvement au début de la loi 25. Fait que, tu sais, toutes les données personnelles de nos clients, là, on le sait un peu plus, là, mais au début, je pense qu'il y en a qui ne savaient comme pas qu'il y avait quelque chose d'un peu wrong au fait de, tu sais, tout ce que tu donnes et que tu nourris cette bête-là, il y a des enjeux au niveau de la comment dire, de l'intégrité des données, on va dire ça, mais aussi, comme maintenant, on a la responsabilité légale de protéger les données qu'on a accès de nos clients. Et là, ça devient comme un enjeu que je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant. Fait que je sais pas si tu veux juste clarifier un petit peu le Ouais. lien entre, tu sais, l'intelligence artificielle, puis même, je dirais, tous les logiciels qu'on utilise dans lesquels sont stockés aussi nos données où on va nourrir avec les données de nos clients. D'un point de vue légal, là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait savoir là-dessus? Ben justement, ce qu'il faut savoir avec la loi 25, c'est que maintenant, là, ça est entré de façon graduelle là, en 2022, 2023, 2024. Ça fait quand même déjà un certain moment, même si je sais pas où sont les entrepreneurs, mais il y en a encore certains qui se connaissent pas l'existence de la loi 25. Ben savais-tu que les partis politiques, j'ai appris ça il y a deux semaines, les partis politiques, tu sais, qui vont aller voter ces fameuses lois, là, proposer ces projets de loi-là et les voter, eux-mêmes ne respectent pas ces lois en vigueur. Ah, ben c'est sûr, C'est génial. donner ma chaussée, là. Non, C'était comme, ben là, gang, vous votez des lois, pouvez-vous au moins donner l'exemple? Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. Ben oui. Mais honnêtement, je peux comprendre parce que
moi, j'ai respecté les échéances, mais quand tout le monde m'écrit, là, en septembre 2023, de «Oh mon Dieu, genre, il me reste 3 semaines pour ma politique de confidentialité, ma politique de gouvernance», ben, j'aurais pu faire comme, bon, ben, je vais aider tout le monde, puis après ça, je ferai la mienne. J'ai fait la mienne pendant un week-end, Ben oui, ben oui. parce que moi, Ben c'est oui. important de respecter les lois, mais je sais qu'il y a bien des cabinets qui se sont occupés de leurs clients avant de s'occuper de leur propre cabinet. Ouais. Ouais, ouais. Bon, malheureusement, c'est bien correct. Bon. Fait que par rapport à la loi 25, maintenant, chaque entreprise, entrepreneur, peu importe la structure, a l'obligation de protéger les données en sa possession. Donc, les données, c'est autant sur les clients, les employés, les fournisseurs, les partenaires. Donc, toutes les informations que tu détiens encore de ton entreprise, tu dois les protéger. Fait que tu dois t'assurer que tous les logiciels ou s'ils sont stockés physiquement, là, tu dois t'assurer que partout où c'est collecté, recueilli, stocké, conservé, ce soit propre à protéger ces données-là. Donc, il n'y ait pas j'ai juste le terme anglais, là, mais de breach possible, qu'il n'y ait pas Mhm. Des d'intrusion, brèches de sécurité, des brèches. ouais. Voilà, merci. Puis, je connais aucun IA qui est 100% à l'abri de ça. Il y a certains CRM maintenant là, qui l'expliquent, ça, qui a comme des espèces je cherche vraiment mes mots, là, mais des espèces de politiques là, d'évaluation de vie privée, là, donc qui mettent Mhm. vraiment comment les données sont stockées dans leur CRM, par exemple, dans leur logiciel de comptabilité, là, genre Asana, QuickBooks et tout ça. Là. Ouais. Maintenant, les logiciels ont travaillé pour permettre ça, pour vraiment assurer que les données que tu mets, les factures que tu mets, par exemple, dans ton logiciel de comptabilité ou les données de tes clients dans ton CRM, tout sera vraiment protégé. Après ça, on s'entend, là, si ton mot de passe c'est un 2, 3, 4, Ouais. bon, c'est tel que C'est... tel, là, mais, Ouais. J'ai un épisode là-dessus, là. Je le mettrai en référence, là. mais tu sais, Cybersécurité. l'IA, peu importe l'IA, peu importe le forfait ou l'espèce de grade que tu dans l'IA, la majorité de l'IA utilise le contenu pour se trainer à l'interne. Donc, utilise ton contenu pour améliorer ses prochains contenus. Mhm. Fait que toutes les données que tu mets dans l'IA sur les informations confidentielles de tes clients, tes partenaires, tes employés, name it, tes factures, tout ça, ta comptabilité, tout ce qui est dans l'IA est susceptible d'avoir une brèche de sécurité. Donc, on se met soi-même à risque et on met aussi nos clients à risque Oui, par le fait même, là. C'est ça qui... voilà. Ouais, c'est ça. Puis on peut être tenu responsable si jamais il arrive une fuite. J'avais lu, tu sais, j'avais vu il y avait certaines conversations, je pense avec ChatGPT, que si on le met en lien partageable, là, on partage des fois des conversations, que là, il y avait eu une brèche et qu'on avait accès à ces conversations-là. Donc, si tu jases, parce que il y a même des gens qui disent, là, ah, mets tes résultats, par exemple, de prise de sang dans ChatGPT, puis il va t'analyser ça. Mais je suis comme, mais à quel point, là, ça va trop loin, cette histoire-là de... C'est comme, c'est pas des docteurs, là. Tu sais, comme, attends l'appel de ton médecin, s'il te plaît. Mais je veux dire, imagine si tu as toutes des données médicales mélangées avec ton nom, ton adresse, ton numéro de carte d'assurance maladie. Je suis comme, j'angoisse juste de penser qu'il y a des gens qui font ça. C'est encore le point de l'IA est un helper, il ne peut pas, il ne doit pas se substituer à l'expertise humaine. Un avis médical, exact, Un oui. avis Puis médical, un avis professionnel, un avis comptable, un avis juridique, c'est non. C'est non. Mais mhm, prends-le pour brainstormer des idées de business, prends-le pour brainstormer des idées de noms de produits. Tu sais, demande-lui de t'aider à rédiger ta page de produit pour la description parce que tu veux que ce soit une description full vendeuse. Demande-lui de exact, brainstormer tes CTE sur ton site web. Ça implique aucune responsabilité légale. Fait que vas-y. exactement. Mais Mm. dès que ça implique une responsabilité légale, tes contrats, ta structure, ta comptabilité, tes résultats sanguins, tes résultats médicaux, va juste Non, pas. exact. Exact, j'adore. Puis, tu sais, tantôt, bon, tu parlais, on se protège légalement avec des contrats. Idéalement, ben justement, dans le droit des affaires, c'est surtout ça. Mais ça arrive des fois que même si on se protège, même si la vie arrive, puis un des litiges, on va dire, pas des litiges, mais des situations pas le fun qui arrivent beaucoup au niveau des entrepreneurs, du moins que moi j'entends, c'est tout ce qui a trait au plagiat. Quand on Ouais. se fait copier, tu sais, là, c'est sûr que ça vient nous chercher dans nos valeurs profondes, judéo-chrétiennes, pas faire le mal, c'est pas bien, mais d'un point de vue, justement, légal, quand on se rend compte que, par exemple, on se fait copier, plagier un concept, un logo, des visuels, voire des textes, il y en a qui copient vraiment beaucoup de choses à la fois, puis là,
Des fois, on sait pas exactement quoi faire. Comme, est-ce que toutes les situations méritent un combat juridique? C'est quoi nos recours? Est-ce qu'il faut absolument faire affaire avec un avocat? Tu sais, comme, ça serait quoi la façon de réagir quand ça nous arrive, finalement? Yes. Ben, première étape, c'est de déterminer qu'est-ce qui a été plagié. Est-ce que justement, c'est ton nom d'entreprise, ton logo, le nom d'une formation, une idée de service, un article de blog recopié là, tel que tel, la description de tes produits sur ton site web? Fait qu'il faut déterminer si cet élément-là est protégé, soit par une marque de commerce ou un droit d'auteur. Parce que sans Mhm. protection, ben, l'élément copié n'est pas couvert et donc ne peut pas être protégé. Fait que si déjà là, le diagnostic nous donne que ben c'est pas protégé soit par un droit d'auteur ou une marque de commerce, malheureusement, il n'y a rien à faire. Après OK. ça, l'examen numéro 2, parce qu'il y a certaines exceptions là, au droit d'auteur par la protection. Là. Tu sais, les idées sont pas protégées. Non, ben, ouais. Et moi, C'est j'ai dur à beaucoup protéger une idée. c'est ça, puis j'ai beaucoup de clients qui viennent pour ça, là, de ah ben j'ai eu telle idée ou cette idée-là est devenue mon entreprise et là on a copié mon concept. Un Hmm. concept, c'est une idée. OK? Puis là, je donne tout le temps l'exemple à mes clients de ce que j'appelle le premier de. Je vais te faire l'exemple. Donc, mettons que Mélanie, tu me dis, hey, tu sais, moi, j'ai un compte, tu sais, moi, mon entreprise, elle est vraiment révolutionnaire, on offre tel service de telle façon, mais là, il y a une nouvelle entreprise qui est arrivée puis qui fait exactement les mêmes services marketing que moi. Là, je lui dis, OK, mais ça, c'est une idée d'entreprise qui est devenue ton entreprise. Oui, maintenant, elle existe, mais ça reste un concept. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un concept, une idée ne se protège pas. Parce que si c'était le cas, on aurait seulement un seul hôtel dans le monde. Beaucoup de monopoles, oui, c'est ça. Parce qu'il y aurait eu quelqu'un qui, un jour, a eu l'idée de Hey, moi, je vais faire une grande maison où les gens vont venir dormir chez moi. Plein de chambres. Il y aurait eu un seul hôtel dans le monde, il y aurait seulement un seul restaurant dans le monde, il y aurait seulement un seul parc aquatique dans le monde. Hmm. On comprend l'idée? Fait que, Oui, t'imagines-tu? Fait que, oui. c'est sûr que les idées, les concepts, tu sais, un salon de coiffure, là, un moment donné, il y a eu un premier salon de coiffure qui a offert de t'offrir une coupe de champagne pendant ta coloration. Mhm. Mais ça, c'est une idée que tous les salons de coiffure, après, ont reproduit. Ben oui. Ben, en C'est tout cas, pas moi, on m'offre pas du champagne, on m'offre un café, là. Je sais pas où tu vas, mais faut que je change de place. Faut que je change de place. mais tu sais, je donne toujours cet exemple-là du Ouais. premier deal. Parce que crème, on aurait un seul hôtel, un seul parc aquatique, un seul restaurant, ça ferait pas de sens. Il y aurait Ben seulement oui, un seul cabinet d'avocats dans le monde, tu sais. Bon. Fait l'intérêt à que, être gros. c'est vraiment gros, là, puis de faire tous les domaines de droit, parce que sinon, on serait Ouais. vraiment dans la merde, là. Fait que, première étape, c'est de diagnostiquer si ce qui a été copié est protégé puis couvert, soit par une marque de commerce ou un droit d'auteur. Si la Parce que réponse sans est ça, il y a rien à faire, là. non, protection, exactement. Fait que si la réponse est C'est fou, hein? non, Mm. ben, l'élément visé est pas protégé, fait qu'il y a rien d'autre à faire. Si la réponse est oui, ben là, la deuxième étape, c'est de déterminer est-ce que c'est vraiment du plagiat. Ben, il y OK? a ça, parce que pour, ouais, les Parce que sensibilités humaines, des fois, amènent à croire que c'est oui, parce plagié. que pour être protégé, il faut qu'il y ait du plagiat. Si c'est, donc, mettons, une contrefaçon, une usurpation, ou littéralement, c'est du copier-coller, parce que ça peut être une inspiration. On a le droit de s'inspirer. Il Ouais. faut savoir quand même que l'usurpation, la contrefaçon est pas limitée à une copie conforme. Fait que c'est pas obligé d'être, mettons, je prends deux articles de blog, c'est pas obligé d'être recopié mot pour être protégé, là. Même si c'est pas mot pour mot, ça pourrait être protégé. Ce qui est plate, malheureusement, dans ce cas-ci, puis c'est pour ça un peu que les avocats, on est un peu indispensable là-dedans, c'est que c'est pas un examen qui est quantitatif. Donc, c'est pas en fonction du nombre d'éléments qui est copié de, bon, ben moi, si j'ai 8 éléments copiés, c'est sûr que c'est plagié, donc je peux intervenir. C'est vraiment un examen qui est de nature qualitative. Fait qu'il OK. faut analyser la qualité puis la nature de ce qui a été copié. Fait que tout est une question de nuance, de degré puis de contexte. Parce que Mhm. ça peut être de la copie, ça peut être de la reproduction, ça peut être une inspiration. Fait que ça, c'est tout ça qu'il faut analyser. OK? Parce qu'en Ouais. plus, il y a des exceptions au droit d'auteur. Fait que même si ce qui a été copié est protégé par son droit d'auteur de marque de commerce et que c'est effectivement une copie ou une reproduction, il peut quand même être une exception. Je te donne un exemple. Si, je sais pas moi, ben là, je prends vraiment un gros exemple, là, mais tu sais, je prends l'œuvre de la Joconde pour monter une formation d'art plastique ou de peinture pour expliquer comment reproduire l'œuvre de la Joconde. Ouais. Mais ça, c'est une reproduction à des fins éducatives. Puis ça marche. Ça marche.
Ou si on Parce que modifie la sinon, Joconde, parce qu'on en voit beaucoup, là, des modifications mimes un peu, là, tu sais, de change la face un peu. ben, si c'est fait à des fins non commerciales ou que c'est fait à des fins privées, tu sais, si moi je veux reproduire la Joconde pour l'installer dans mon salon, pas de Ouais. stress. C'est une Mais si je exception. vends des t-shirts, tu sais, Tu vends des c'est... t-shirts, ben là, c'est une reproduction, fait que ça, faut que tu aies l'autorisation de l'auteur. Ouais. Tu sais, moi, à l'école, quand je me suis fait apprendre que la Joconde, c'était Leonardo da Vinci qui l'avait peinturée, ben, il a bien fallu qu'il me le montre, la Joconde. Ben Fait que oui, ça, le professeur, quand il a mis dans son PowerPoint, ou dans mon temps, c'était des acétates, là, pour ceux qui sont de mon époque, oui. genre 90, J'ai mettons, là, connu les acétates, oui. acétates, parfait. Et ça, c'est une reproduction à des fins pédagogiques. Fait que c'est ça, il n'y a pas eu besoin de demander l'autorisation. Mais C'est tu sais, correct. concrètement, qui détient les droits de la Joconde? Exemple, je sais pas si tu le sais, mais mettons, c'est pas Leonardo qui va te poursuivre, là. C'est parce qu'il a utilisé son image. Donc là, on tombe donc aussi dans l'exception de le droit d'auteur existe pendant la durée de C'est vie ça. D'où les de... musiques classiques. On n'a Oui, pas à payer de droits d'auteur, exemple, tu sais, si on les vraiment, parce utilise. qu'on dépasse le délai, là. Mais tu sais, Ouais. disons que toi, Mélanie, tu viens de peindre une œuvre, puis moi, je voudrais, à l'école, expliquer que ça, c'est une œuvre, je sais pas moi, qui est inspirée de l'inspirationnisme. Ben, je peux, parce que c'est fait à des fins pédagogiques. Mhm. Même si t'es encore vivant, j'ai même pas besoin de te demander l'autorisation. Exact. Je peux le faire, là, moi, je préfère toujours une idée de prudence, là. Ouais. Mais c'est quand même couvert par l'exception. Fait que c'est ça Ouais. qu'il faut déterminer. Est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que c'est vraiment une copie? Donc, est-ce que c'est vraiment plagié? Et là, si on répond donc oui à l'étape 1, puis oui à l'étape 2, ben là, après ça, la première étape, vraiment dans les termes de recours juridique, c'est d'avoir une mise en demeure. Mhm. Pour demander ce que tu as besoin de demander en fonction du plagiat qui a été fait. Donc, est-ce que c'est, par exemple, de retirer l'article de blog qui est littéralement copié du tien? Est-ce que c'est de retirer la publication Facebook? Est-ce que c'est de changer le nom de son programme de formation? Mhm. C'est de le mettre en demeure de retirer ou de modifier ce qui a été plagié. Mais en même temps, un article de blog, tu sais, il n'y a pas de... Il y a pas de marque de commerce ou il n'y a pas de... Non, Tu sais, mais il y a un de... droit d'auteur pareil. Ouais, il y a droit d'auteur, c'est vrai. Ouais, j'ai essayé de voir... parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, à mon échelle, avec ma clientèle qui sont plus dans le service, souvent, ce qu'on va voir, ça va être plus, justement, comme tu dis, des noms de programmes ou même, Ouais, tu sais, ça se ressemble beaucoup, même pas juste le nom, la structure, le truc. Tu dis, ben là, à un moment donné, c'est un peu... Fait que là, ça serait droit... Ça serait rentré dans les droits d'auteur plus, ouais, si on a exactement. vraiment une copie, ouais. Puis, tu sais, on s'entend qu'on peut pas non plus demander aux autres de réinventer la roue. Là, je te donne un autre Non, exemple c'est que je fais ça. souvent à mes clients. Tu sais, mettons que tu viens me voir puis tu me dis, là, Jennifer, il y a une autre entreprise qui a poussé à une formation en marketing, puis son titre, c'est X. Mettons, je te donne mon exemple. Moi, j'ai une formation sur les structures légales d'entreprise. Fait que, c'est pas trop d'original. Mon nom d'entreprise, mon nom de formation, c'est Formation sur les structures légales d'entreprise. Ouais, c'est sûr que... Si demain, il y a un autre avocat qui veut faire une formation sur les structures légales d'entreprise, il a le droit, parce que je détiens pas le monopole sur le contenu juridique au Québec. Ouais. Et deuxièmement, son nom de formation sera pas hyper original non plus. Crime, on fait une formation sur les structures légales d'entreprise. Fait qu'à la limite, il va peut-être écrire forme juridique d'entreprise, forme d'entreprise. Ouais. Mais il y a des limites à ce qu'on peut. Tu sais, il peut pas Je écrire comprends. tu sais, formation juridique libérale. Là, tu sais, Mhm. si sa formation sur structure d'entreprise, inévitablement, nos noms vont clairement se ressembler parce que c'est ça le contenu, tu sais. Fait que si ton contenu, c'est sur le marketing web, C'est ça sûr qu'il y a des risques. Ouais, ouais, clairement. Faut pas trop être outré, là, si ça faut arrive. pas être utile, tu sais, tu sais, admettons, je prends ma formation, puis je prends la formation de l'autre cabinet d'avocats, on se rappellera qu'on parle des structures d'entreprise. Fait que Et c'est que sûr vous que êtes les deux avocats. Ouais, c'est ça. je veux dire, tu sais, fait que moi, j'ai plein d'entreprises, là, mettons, de marketing, là. Ben là, moi, j'ai fait une formation sur la publication des contenus sur les réseaux sociaux, puis il y a une entreprise qui fait pareil. OK? C'est sûr, c'est vos expertises respectives. C'est sûr que vos contenus se ressemblent, vous parlez du même sujet. Mm. On n'a pas de monopole sur un sujet, ça reste dans l'exception de l'idée concept-sujet. Mais d'où l'idée, peut-être, des fois, d'avoir un concept, de créer un concept plus original, dans le sens une formule différente ou un titre différent, si vraiment on veut se démarquer, parce que, comme tu dis, on peut pas empêcher les gens de faire des formations, tu sais, Non, sur... je parle des formations, ça peut être des services, ça peut être tout, ça peut être mais des services aussi, ouais. tu sais, mettons que ce soit le titre ou le contenu, tu sais, je reprends mon exemple de formation sur les formes d'entreprise. C'est sûr que ton titre va être sur les formes d'entreprise. Fait Mhm. que nos titres vont se ressembler. C'est sûr que nos contenus vont se ressembler. L'autre avocat va pas inventer des structures d'entreprise qui n'existent pas.
Ouais, Il c'est va ça. parler des mêmes structures d'entreprise que moi je parle, parce que crème, il y en a pas 800 structures d'entreprise, là. Mmh. Ben, c'est la Effectivement. même chose en marketing, c'est la même chose des coachs holistiques, c'est la même chose de tu sais, quand tu fais un service ou t'offres un produit en ligne, ben, c'est sûr qu'un jour, il va peut-être avoir une autre entreprise, un autre entrepreneur qui a la même expertise que toi, qui offre les mêmes services sur les mêmes produits que toi, et vous allez Ouais. avoir des contenus similaires. Fait Mmh. que l'important, c'est que vos 2 œuvres soient originales. Parce que Ouais. c'est normal que le contenu se ressemble, vous parlez de la même chose. Mais là, si dans la disposition, c'est parler de la même façon, c'est les mêmes tournures de phrases, c'est présenté exactement pareil, c'est les mêmes graphismes, c'est les mêmes dispositions, ben là, il y a plagiat. Mmh. Si le contenu est similaire, c'est pas suffisant pour qu'il y ait plagiat. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu du gros bon sens, mais des fois, j'imagine qu'il y en a qui sont très heurtés là, dans leur, tu sais, c'est très, Mais émotif, là. Mmh. ben oui, c'est normal, je veux dire, c'est ton bébé, tu as passé du temps à créer ton service ou ta business ou ta formation, là, ou Ouais. ton contenu, tu sais, c'est normal. C'est Mmh. normal. Crème, moi, quand je l'ai fait, c'était original, il y avait personne d'autre qui le faisait, puis là, on est rendu 2-3 de plus à le faire. Mais c'est sûr, comme C'est sûr. il y a eu un premier hôtel, puis là, il y en a eu 800 000 dans le monde. Il y a eu un premier choco-fave, puis maintenant, il y a des chocolatoos. Puis il y a des mamies. Puis Exactement, exactement. Mais tu sais, le nom d'entreprise, là, parce que ça, c'est une question des fois que on va penser, puis je me souviens plus. J'ai déjà su la réponse, mais je m'en souviens plus. Puis, tu sais, quand on enregistre notre nom d'entreprise, donc au registraire, justement, on peut s'enregistrer. ouais, Il y a aussi toutes les autres formes, tu sais, d'entreprises qui sont là. Est-ce que les noms sont réservés comme, est-ce que plusieurs, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs entreprises qui ont le même nom, mais il me semble qu'il y a comme une particularité, genre soit par secteur ou par région, ça se peut-tu? Pour s'assurer qu'il n'y a pas deux, mettons, deux entreprises dans la même ville, dans le même service qui s'enregistrent au même nom. On peut-tu faire ça? hey, il y a plusieurs nuances à Ah ouais, apporter. hein? OK. J'ai peut-être une trop large question. Non, mais je vais essayer de condenser. Nuance numéro 1, pour les entreprises individuelles, ce qu'il faut savoir, c'est Ouais. quand vous mettez un nom différent du vôtre. Fait que, mettons, Comme toi, moi, mettons. Ouais. Mélanie Allé, toi, ton nom, c'est Synapse Marketing, c'est ça? Exact. Bon. Fait que, même si quand tu t'enregistres au registraire, tu mets Synapse Marketing, au sens de la loi, une entreprise individuelle, le nom le dit, entreprise individuelle, C'est moi. l'entreprise, c'est l'individu. Fait que le nom légal de ton entreprise, même si tu écris que ton nom d'entreprise, c'est Synapse Marketing ou REC, ton nom légal, c'est Mélanie Allé. Ton nom d'entreprise, même si tu écris que c'est ton nom OK. d'entreprise, dans autre nom, Synapse Marketing, ton nom légal, que la loi considère être ton nom d'entreprise, c'est Mélanie Allé. OK. Fait que si moi, demain, je veux faire un Synapse Marketing Inc., je peux. Tu peux. Ah, OK. Je peux. Intéressant. Faut savoir que, puis là, peu importe la structure d'entreprise, là, entreprise individuelle, OSBL, SNC, Inc., whatever, Ouais. le fait d'enregistrer un nom qui va être accepté par le registraire ne me donne aucun droit de propriété sur le nom. Ah bon? OK. OK? Si je veux que le nom m'appartienne, là, ça peut être le nom d'entreprise, ça peut être le nom d'un produit, ça peut être le nom d'un Ouais. programme d'information, peu importe, là. Mais si je veux que le nom m'appartienne, je dois enregistrer une marque de commerce. OK? Et donc, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la nuance numéro 2. Nuance numéro 3, dans le nom d'une entreprise, il y a plusieurs composantes, là, il y a Ouais. plusieurs comme parties, là. Il y a un générique, il y a un distinctif, il y a un particule. Le générique peut être réutilisé par d'autres business. Il faut s'assurer que le distinctif est différent. J'essaie de prendre un exemple. Non, non, dis-moi genre un mot assez général, mettons. Fromagerie. Non, ça Non, marche pas. plus spécifique, ouais, Ah, c'est pas plus spécifique. at large, mettons. Ben là, on parlait de crème avec chocolat. Genre, un OK. mot? Ouais. Bon, Non, ça OK. marchait pas. Attends. Souliers, chaussures, un produit, genre, ou juste un mot? En général, genre une couleur ou un animal ou Ah, bon, OK. là, Ben, mais bleu. bon. Allons-y Ben, avec ça. mettons, moi, j'ai un cabinet d'avocats qui s'appelle Cabinet juridique bleu, puis que toi, c'est agence marketing bleu. Ouais. Ben, Genre. on peut, parce qu'on est dans des industries complètement différentes, puis qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les entreprises respectives. Parce que tu le sais que si tu vas voir cabinet juridique bleu, tu vas pas voir agence marketing bleu. Mhm. C'est un peu comme Barbies. Oui, c'est vrai. Barbies, Resto c'est bar juste, grill. ouais, Chanter Barbies la reste chanson dans votre tête. avec la poupée Barbie, ben, il y a eu un dossier judiciaire C'est de, vrai. il y a eu copie du nom, mais dans ce cas-ci, non, parce que c'est deux industries complètement différentes, puis
quand tu vas chez Barbies, Resto Bar Grill, tu sais très bien que tu rentres pas dans les bureaux du siège social de la poupée Barbie. Chez Mattel, ouais, c'est ça. C'est Mattel. C'est easy. Alors que ce serait différent si Barbie, ce serait juste une autre poupée. Là, Mais oui. Barbie, c'est une marque de commerce déposée Puis, et mais avant, malgré tout ça, il y a quand même c'était correct parce que c'était différent, genre. ouais. Là, je sais Ouais. pas s'il avait été déposé avant le recours, ça a peut-être été déposé après, là. Ah Ça, ouais? malheureusement, OK. je sais pas. On ira, ouais. Mais Allez c'est juste googler. pour donner l'exemple de, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un mot de ton nom qui est reproduit que c'est suffisant pour dire qu'il y a plagiat. Ouais. Un, le nom t'appartient pas parce que c'est pas une marque de commerce, à moins qu'il y ait une marque de commerce. Puis deux, si c'est pas du tout la même industrie, même si vous êtes dans la même ville, s'il y a pas de risque de confusion, le REC va l'accepter. Mais je pensais qu'on pouvait se faire refuser un nom qui existait déjà quand on enregistrait. Tu vois, j'avais pas Ben, eu, je pense, la bonne info. si j'ai cabinet juridique Bleu Inc., je pourrais pas, moi, demain, créer cabinet juridique Bleu Inc. Mais Mais si je t'es vais pouvoir enregistré, oui. enregistrer, oui, ben parce que anyway, il y aura pas de Inc. parce que je suis C'est entreprise ça. individuelle, là, mais oui, Ouais. si je suis entreprise individuelle Jennifer Gay, puis que mon autre nom, c'est cabinet juridique Bleu, puis que demain, cabinet juridique Bleu s'incorpore, oui, parce que mon nom légal, c'est Jennifer Gay. C'est intéressant. Je savais pas. Fait que ça se pourrait qu'il y ait, par exemple, 2 salons de coiffure dans une même ville qui portent le même nom, puis malheureusement, ça serait correct. S'ils sont enregistrés, là, je parle, là, tu sais, qui... Ouais, ouais. Ouais, fait que, ouais. Après, il y a quand même des recours parce que À une autre cause, nuance, oui. c'est pas parce que le REC l'approuve que dans les faits, il n'y a pas de confusion. Si vous êtes dans la même ville, vous êtes deux cabinets, deux salons de coiffure avec exactement le même nom, même si au registrable, au nom légal, c'est Mélanie Allé puis Jennifer Gay. Reste-t-il que vos enseignes, c'est salon de Hmm. coiffure bleu puis salon de coiffure bleu, puis vous êtes un en face de l'autre. Mais là, oui, il y a risque de confusion. Fait que là, oui, On peut il avoir va des y recours. avoir des recours, là. Ouais. Bon, c'était tiré par les cheveux comme exemple, mais c'est juste pour mettre un flou parce que des fois, les gens sont comme, ben là, comment ça, la personne s'est enregistrée avec le même nom, puis nanana, puis là, ça fait justement, on s'imagine Oui. que on a des recours, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que pas tant si c'est enregistré, il y a pas Enregistré, il y tant. a beaucoup de protection. Ouais, c'est ça. En reprise individuelle, il y a peu de protection, là. C'est vraiment toi toute seule, là. Moi, j'ai Hmm. plusieurs clients qui, en entreprise individuelle, ont le même nom qu'une autre entreprise individuelle. Est-ce qu'une personne qui est seulement enregistrée pourrait quand même faire une marque déposée? Une marque de commerce? Une marque de commerce, oui, pardon. Oui, oui, marque de commerce, il y a C'est pas, possible. oui, c'est possible. Par exemple, je te dirais que si c'est dans ton intention de t'incorporer, incorpore-toi avant que la marque de commerce appartienne à ta Inc. À la Inc, Ça oui. fait l'actif, mettons, hein. Mhm. Puis Oui, après, tu transfères la marque de commerce, puis encore une fois, c'est plus de papier. oui, c'est ça. Donc, plus de frais. Oui, Ouais, aussi, c'est puis le ça. délai. Fait qu'idéalement, si dans ton intention de t'incorporer, incorpore-toi, puis après ça, fais la marque, là. Faut que la Mhm. marque appartienne à ta Inc., là, parce que ça va être un bel actif que tu vas pouvoir ajouter quand tu vas vendre tes actions éventuellement, soit pour ta retraite ou à tes héritiers, là. Mhm. Ouais, effectivement. Un excellent point. Je suis contente qu'on ait comme clarifié cette question-là. Puis tu vois, en terminant, Jennifer, j'aimerais te demander si les entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être que tu as ouvert des petites brèches d'insécurité dans leur fond intérieur. Puis qui, là, ils font comme, oh, OK, ouais, je pensais pas. Tu sais, moi, de même, je fais comme, ah, tu sais, tu m'amènes des perspectives peut-être différentes. J'avais pas pensé dans la réflexion incorporation versus pas. Euh, et aussi sécuriser mon entreprise avec des contrats, disons, plus béton. Bien, ce serait quoi, selon toi, la première petite étape ou tu sais, la première chose à mettre en place pour commencer justement à mieux se backer légalement, là? Ben, la première étape, c'est vraiment de regarder ton entreprise. Donc, moi, en ce moment, je suis sur quelle structure? Est-ce que c'est la structure qui me convient en fonction de mes objectifs? C'est quoi mes objectifs de toute façon avec mon entreprise, premièrement? Donc, je veux l'amener où? Est-ce que ça reste un hobby? Est-ce que ça devient mon projet de vie? Est-ce que je veux éventuellement la léguer à quelqu'un ou la vendre pour vivre de mes beaux jours? Mmh. Fait que c'est quoi l'objectif avec mon entreprise? En fonction de mes objectifs, est-ce que c'est en adéquation avec ma structure ou pas? Ça se peut que ceux qui m'écoutent en ce moment puissent pas répondre à cette question-là. Dans ce cas-là, ben, appelle ton avocat en droit des affaires puis il va pouvoir t'accompagner là-dedans. Ça, c'est étape numéro 1. Puis étape numéro 2, fais la liste de toutes les personnes avec qui tu fais affaire. Donc, est-ce que tu as des clients, tu as des employés, tu as des fournisseurs, des distributeurs, des partenaires, des sous-traitants? Fait que liste tout ça, puis check où il te faut des contrats. Fait que moi, si j'ai juste des clients, j'ai pas encore d'employés, ben pas besoin de contrat de travail, t'as pas d'employés. Mais j'ai des clients, contrat de service. J'ai des sous-traitants, contrat de sous-traitance. J'ai Mmh. des employés, contrat de travail. Fait encore une fois, ça se peut que ceux qui m'écoutent, vous soyez pas capable de lister
en fonction de les personnes qui gravitent autour de votre business, quel contrat s'applique pour eux. Encore une fois, l'avocat est là pour ça. Sinon, moi, j'ai un outil gratuit sur mon site web qui Mmh. t'aide à déterminer quel contrat tu as besoin de mettre en place dans ta business. C'est gratuit, c'est un petit labyrinthe super ludique à faire, ça prend même pas 30 secondes à faire. Puis cet outil-là, j'ai passé beaucoup de temps à le créer. Il s'applique pour toutes les industries au Québec. Mais dans le monde, Wow! là, mais tout le monde, peu importe ton secteur d'activité, peu importe la taille de ton entreprise, tu peux faire l'outil gratuit, puis ça va te donner une liste des contrats que tu as besoin de mettre en place ou pas dans ta business. Et après ça, pars avec cet outil-là, puis va voir ton avocat pour qu'il puisse te les rédiger. Mmh. C'est ça, parce qu'on n'a pas tous un avocat, là, mais il y en existe plusieurs où, tu sais, hein, vous pouvez, poker Jennifer, ça va lui faire plaisir. Puis tu sais, tu parles d'outils gratuits, mais j'aurais envie aussi de dire, aux gens qui écoutent que tu as aussi plusieurs petits produits, tu sais, comme qui viennent soutenir à différentes étapes, à différents moments. Des fois, c'est le fun, ça peut tu sais, justement, quand on parle solopreneur, des fois, le budget, le cash flow est moins, propice des fois à faire des investissements, faire affaire directement pour l'instant avec un professionnel. Fait que s'il y en a pour qui ça pourrait être une solution en attendant de se tourner vers des services personnalisés, ça pourrait. Là, j'ai vu qu'il y en avait même par rapport au plagiat, là, comme on a parlé. Là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs situations. Puis je mettrai le lien pour que les gens puissent aller voir ça. Je pense que ça vaut la peine. Là. C'est rare que des professionnels, tu sais, que ce soit en droit ou même des fois en comptabilité, ont des outils très spécifiques comme ça. Là. Fait que c'est Je très suis cool. fière, je suis le premier cabinet, je pense que je le fais encore, mais je suis le premier cabinet à avoir offert et à avoir développé puis créé des outils complémentaires à mes services juridiques. Puis Mmh. moi, comme tu l'as dit, c'était exactement dans cette optique-là de moi, pourquoi je suis allée en droit des affaires puis pourquoi je suis devenu avocat, c'est pour protéger les business de mes clients parce que je sais c'est quoi avoir une business. Je veux pas, moi, perdre ma business à cause d'une erreur juridique ou d'un angle mort juridique que j'ai pas vu. Je sais que ça m'arrivera pas parce que c'est ça mon travail, là. Exact. Mais j'ai déjà vu, moi, des clients perdre leur business à cause d'un angle mort qu'ils avaient pas vu parce qu'ils n'ont pas Wow. consulté un avocat, soit pour X, Y raison ou pour des raisons de budget. Fait que moi, je sais que c'est pas tout le monde qui a. Ben, il y a aussi encore beaucoup de peur d'aller voir un avocat, là. On pense encore à, comme je te dis, là, qu'on va juste voir un avocat qu'on est dans le trouble ou que ça va nous coûter un rein. C'est pour ça aussi que moi, j'ai pas de taux horaire, je n'ai que des forfaits. Fait que moi, mes clients savent exactement le prix que ça va leur coûter, il y aura pas de surprise. Encore une fois, pour aider les entrepreneurs à plus avoir peur de m'appeler. Mais Oui, je sais quand même que quand on démarre une entreprise, surtout pour les solopreneurs, parce que moi, j'ai des solopreneurs jusqu'à des PME, là. Tu sais, moi, j'en ai des entreprises qui ont plusieurs employés, qui ont des centaines d'employés et plus. Eux, évidemment, ils n'ont pas le même budget qu'un solopreneur. Fait que mmh j'ai quand même des solopreneurs qui prennent mes services, mais je voulais avoir une offre pour eux pour les aider, même s'ils étaient pas capables de me procurer mes services. D'où l'idée d'avoir fait des outils complémentaires. C'est comme mon kit de premiers soins juridiques pour le plagiat. Ben, si tu es dans une situation de plagiat et que tu n'as pas les moyens de m'engager ou d'engager un autre avocat, ben, ce kit-là t'aide à le faire par toi-même. Mais mh. avec quand même tous mes conseils puis mes astuces, tu sais. Exact, c'est ça. La plupart, je pense, souvent dans cette industrie-là, c'est qu'ils vont plus miser justement sur le service personnalisé parce que tu sais, en pensant que ça va leur rapporter plus, mais au final, on délaisse tu sais, une tranche de clientèle, tu sais, qui va t'apporter des revenus autrement par ces outils-là, puis Ben qui vont être oui. vraiment bien desservis, puis ils vont passer à toi quand ils vont en avoir besoin, que la business a grossi, que les besoins ont changé, quand ils veulent déposer une marque de commerce, s'incorporer. Fait que c'est un très bon move, je pense. Bravo. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que je suis le seul cabinet à l'avoir fait, mais j'espère qu'éventuellement d'autres cabinets vont prendre le pas, puis je verrai pas ça comme du plagiat, mais au contraire comme j'ai ouvert la voie, parce que moi, c'est ce que je veux qu'il y ait beaucoup plus de cabinets qui soient accessibles, puis qui se modernisent un peu, puis qu'on soit moins dans le cancan là, très traditionnel puis froid, propre à malheureusement mon domaine. Tu sais, moi, je le vois vraiment pas comme une diminution de mes revenus actifs. Mmh. Moi, ça ne diminuait en rien mes services juridiques. Quand je dis revenus actifs, c'est mes services juridiques, mettons, là. Ouais. Fait que je le vois pas du tout comme une diminution de ma possibilité de faire des services juridiques. Je le vois plus comme une belle porte d'entrée à mes services juridiques pour Ben justement oui. soit les entrepreneurs qui ont moins de budget ou qui ont peut-être encore une réticence à aller voir un avocat. Ben, le fait de se procurer mes ressources, tu sais, j'ai ma ressource la moins chère, ben, j'en ai une gratuite, puis après ça, la moins chère est à 27 $. Mmh. Fait Mais que moi, c'est super une belle porte accessible. d'entrée parce que c'est super accessible, puis tu as déjà une idée de qui je suis, parce que dans chacune de mes ressources, je fais une page au moins pour me présenter quand même. Ben oui. Puis tu vois déjà comment je travaille, tu vois déjà que quand je parle, ben j'ai une expertise en vulgarisation juridique parce que tu comprends très bien comme ce que je t'explique.
Fait que moi, beaucoup de mes clients qui ont acheté des revenus, des ressources complémentaires que j'ai créées sont devenus des clients actifs là, de mes services juridiques parce que c'est une belle entrée pour mes services. Et Ben, comme euh, tu viens réduire la friction, comme tu as dit, des gens qui sont plus réticents à contacter un avocat. Puis aussi, ben, tu vas peut-être faire en sorte que des gens vont dire, ben oui, tu sais, je le sais, là, que ChatGPT, c'est pas un juriste, mais tu sais, j'ai juste ça comme option. Ben là, non, tu sais, tu peux quand même aller avec quelque chose de plus baqué, de professionnel, que tu sais que tu vas pas te mettre dans la chenoute. Fait que, non, je pense que c'est un super bon mot. Puis clairement, je pense qu'il y a peut-être d'autres domaines même de droit qui pourraient utiliser cette avenue-là pour outiller les gens. tout à fait. Ouais. Hey, c'est un beau mot de la fin, ça! Ah oui. J'aime ça. Un petit éditorial en plus au passage. C'est-tu pas beau? Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup Merci, d'avoir. Mélanie. Ça me fait vraiment plaisir qu'on ait abordé cette thématique-là. Puis là, je me rends compte de tous les petits angles morts aussi qu'il y a dans ma business. Là, faut que je vais regarder ça. Je vais aller faire aussi l'outil gratuit. Là, puis je vais le mettre, bien sûr, tout le lien, les liens qu'on a parlé dans les notes de l'épisode. Génial. Un gros merci. Bye bye. Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.